Émission 668. Cette semaine, Vampironica. En direct de Montréal, Québec, Canada. Vous écoutez, oui, les Mystérieux Étonnants. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, une émission en balado-diffusion consacrée au BD et à l'ensemble de la culture populaire. Comme les compilations de snowboard. Benoît Mercier au micro et cette semaine, ça fait partie de la culture. Je suis en compagnie d'une équipe dont les membres sont là, ils sont présents, ils n'arrêtent pas. C'est ça. Ouais. T'as autre chose que j'ai écrit, mais tu m'as fourré ben raide, Jake, fait que je vais le garder de même. Le premier, lorsque Freddy Krueger hante ses rêves, il se met à fredonner des chansons de Noël. Simon Chénier est avec nous. Salut Simon. Salut. La deuxième trouve que le film Mommy aurait été bien meilleur avec une vraie momie dedans. Marilyn Brisebois est avec nous. Moi, je fais des jokes de mon oncle aujourd'hui. Allô, j'ai les momies. Le dernier, son sang est toxique pour les vampires. Jake Dion est avec nous. Salut Jake. Salut, man. Je sais pas qu'est-ce qui arriverait si un vampire buvait mon sang. Ben, je sais pas. Peut-être qu'il serait moins agressif. Parce c'est ça, parce que tu sais, en 2014, on aurait pu faire la joke de il serait chaud raide, Jake boit tout le temps de Jameson. Mais là, je pense qu'il serait peut-être plus caféiné. Il serait comme. Ah ouais? T'as changé de poison dans les dernières années, Jake? Ça dépend. Là. C'est juste qu'avant, c'était pas vraiment un poison, c'était un way of life. Mm-hmm. Fait que c'était. On boit du Jameson tout le temps. Puis là, c'est plus tout le temps. Je choisis mes moments maintenant. Je pense qu'il y aurait juste le goût de parler de punk rock. Punk rock, Rob Liefeld, Lovecraft, Stephen King. Il ferait comme wow! Kurt Cobain! Excellent. Hey, on a commencé le mois d'Halloween des Mystérieux Étonnants. Êtes-vous excités? Hey, Halloween! Avoir plus peur. C'est ça, avoir peur de choses qui n'existent pas cette fois-ci, contrairement à la vie. Hein? Écoutez, on va commencer ça comme ça. Je vais annoncer ça comme ça. On a commencé, si vous voulez, les célébrations d'Halloween pour les Mystérieux Étonnants. Donc, j'ai fait en sorte qu'il y ait quelques petites activités qui vont avoir lieu durant le mois, qui sont exclusifs pour des membres Patreon, qui sont également pour le grand public, qui sont pour tout le monde. Puis, je vais passer au travers de ce que j'ai à vous annoncer pour l'instant. Je ne pense pas qu'il va y avoir grand changement d'ici la fin du mois d'octobre, mais je suis quand même assez fier. Il y a quand même une couple d'affaires qui ont été confirmées. Donc, pour les gens qui sont membres Patreon, tous les mercredis, à partir même de la semaine dernière, vous avez un bifurcation qui va sortir tous les mercredis. Enregistré, on parle du film Scream. Je fais ça avec Guilla Saint-Cyr, qui a un podcast qui s'appelle On jase de film. Donc, le 30 septembre dernier, c'était sur Scream 1. On passe sur tous les Screams jusqu'au 21 octobre prochain. Donc, le dernier, c'est sur Scream 4. Le 28, c'est sur Wes Craven New Nightmare. Fait qu'on reste dans Wes Craven Meta Shit. Fait qu'on est là-dedans. Aujourd'hui, on parle de Vampironica. Il va y avoir un show dédié à Halloween ou une thématique d'horreur la semaine prochaine. Le 19, Jake, tu vas être de retour avec Patrick Sénécal pour parler de la série Alice, le BD Alice, en fait, que tu as adapté en comic book. Terrifiant, n'est-ce pas? Très terrifiant. J'ai hâte qu'on en parle avec toi et avec Patrick. Donc ça, c'est quand même quelque chose. On va vous recevoir une semaine à peu près avant la sortie du livre en librairie. Sinon, Simon Chénier va faire quelque chose également le 27 octobre prochain sur le Discord des Mystérieux Étonnants. Une soirée de clips de trucs sortis d'un peu partout. Là. Comment on a appelé ça finalement? Excuse-moi, pas le 27, le 20. Les clips hallucinés avec Chénier. Oui, parce que t'aimes ça Lovecraft, puis tu me dis, hey, on appelle ça de même. Je fais OK. Ça n'a pas été compliqué. Le 15, on reçoit encore une fois sur Discord, donc pour les membres Patreon, Étienne Forêt pour une soirée de musique. La musique du fond de l'espace, une soirée avec DJ George Yotsotot. Donc, vous voyez la thématique encore une fois, cthulhuidienne, Lovecraftienne. Donc, ça, c'est également sur Discord le 15. Il va y avoir également tous les mercredis sur Discord pour les membres Patreon une projection. On fait une écoute des films en gang. On a commencé la semaine passée des films d'horreur. Et il y a aussi la même chose le samedi.
tout ça, là, je ne me rentrerai pas dans tous les détails, mais dans les prochains jours, je vais mettre sur Facebook, les médias sociaux, toutes les informations liées au mois d'octobre. Sinon, le 27, je fais une partie de Cthulhu avec mon ami Ben, live sur Facebook, donc vous n'avez pas besoin d'être membre Patreon. Donc, un role-playing game. Ben Gagnon a une série qui s'appelle Les Drôlistes, un podcast de jeux de rôle où on déconne beaucoup. Il fait ça sur Star Wars, plein d'autres thématiques de jeux de rôle. Et là, on va en faire une sur Cthulhu. Vous avez en masse de stock. Je pense que c'est déjà pas mal là, pour le mois. Et oui, c'est ça. C'était des grosses annonces pour le mois d'Halloween des Mystérieux Étonnants. C'est quoi les derniers films que vous avez écoutés sur Discord d'horreur? On a écouté samedi dernier, on a écouté. Qu'est-ce qu'on a écouté? On a écouté Christine de John Carpenter. Après, il est sorti dernièrement sur Netflix parce que j'ai des amis qui l'ont écouté hier. Genre, c'est weird. Je sais pas, c'est dans l'air du temps. Christine, on a écouté par la suite Hellraiser. J'avais jamais écouté Hellraiser de ma vie. Et là, on a jasé pas mal longtemps. Ouais, c'est assez. C'est pas épeurant, c'est juste particulier comme film. Puis moi, le torture porn, je trippe pas. Là, puis c'est un peu l'ancêtre de tout ça. Ah ouais, tu trouves que c'est torture porn? Un peu. Quand les anneaux rentrent dans la peau, là, je t'avouerais que je trippe pas bien. Même si on dirait que c'est du latex, c'est pas. Je trippe pas bien. Mais fait que t'as pas aimé le film? Non, j'ai aimé le film, mais ça me rend bizarre. Ça me rend comme inconfortable. C'est pas mal ça, tous ces films, c'est le malaise, puis le niveau psychologique qui est épeurant, puis le niveau, le visuel te rend mal à l'aise, tu sais pas trop pourquoi. Là. C'est ça. J'en ai écouté un que je vais vous parler tantôt, qui est pas si malaisant. OK. Puis après, puis écoute, on s'en est tapé 2, et après, on a écouté même un 3e film, il était rendu 1h du matin, on s'est tapé le dernier Chucky. Oh. Le nouveau Chucky, qui en anglais mettait en vedette la voix de Mark Hamill. Là, on l'écoutait en français. J'ai pas détesté ça. Première partie, on riait. Deuxième partie, moi, les petites catins qui tuent, j'aime pas ça. Ça me fout à la chienne. Fait que, ouais, on était pas mal acclamés. Aubrey Plaza? Oui, exact. Elle est super bonne dans le film, en plus. Si vous voulez, je peux vous plugger les autres, là, mais je ne vais pas trop prendre de votre temps. Là, mais la semaine prochaine, le samedi, il va y avoir Poltergeist et The Thing. Le 17 octobre, ça va être Texas Massacre et In the Mount of Madness de Carpenter, encore une fois. Donc, vous voyez, des thématiques régulières. Ouais, Evil Dead et Prince of Darkness le 24 octobre. Et le 31, on se tape les 2 Halloween 1 et 2. Donc, les deux, les originaux de l'époque. Sinon, ce mercredi, le 17, c'est Scream 2, encore une fois, avec Nightmare on Elm Street. Le 14, ça va être Scream 3 avec... Trick or Treat, qui est de Michael Dougherty, qui est un bon film d'Halloween. Le 21, on se tape Scream 4 avec Child's Play, l'original, donc celui des années 80. Et le 28, on se tape It et Freddy versus Jason. Puis, tu sais, le but, c'est qu'on jase en même temps. Puis le monde, ils sont vraiment primés. Puis samedi, je t'avouerais, on était une bonne gang, c'était fun. On jasait full, on riait. Une fois, tu sais, quand j'ai testé le matériel, puis je me suis juste plugué dans la conversation où vous étiez entre 2 films, je sais pas trop. Ouais. Puis, aïe, c'était comme un gros party, là, tout le monde parlait. Puis, hey, c'est bon, hein? Puis là, je suis juste là pour passer. Puis là, je l'ai quitté, mais j'étais comme ça, arnaque, ils ont du fun, eux autres. C'était comme le Kramer de ce moment-là, Simon, quand il est arrivé. Bam, bam, bam. Je me rappelle que la seule fois que j'ai participé, c'était dans le marathon de Marvel, puis je m'étais fait un ramen. Puis là, tout le long, je soufflais mon ramen, mais mon micro d'écouteur était juste à côté. Fait que je me suis logué, je parlais pas, puis j'écoutais le film, mais on entendait juste genre... Ça a été ma seule contribution au Discord. J'ai fait « fuck it ». Je suis parti. Mais, donc, vous n'avez pas besoin de retenir tout ce que je viens de vous dire. Là. Je vais faire une infographie avec tous les détails, les dates, où vous allez pouvoir trouver ça, les trucs qui sont gratuits pour tout le monde, les trucs qu'il faut être membre Patreon. C'est sûr que tout ce qui est Discord, c'est membre Patreon. Donc, si vous voulez encourager les mystérieux pour le mois d'octobre, c'est le temps. Vous allez avoir du stock en masse. Vous avez vu, là, le mercredi, les films vont en conséquence de la sortie du bifurcation de la journée d'après. Donc, quand vous avez Scream 2 le mercredi, le jeudi, c'est la bifurcation sur Scream 2 qui sort. Donc, on a joué un petit peu avec cette thématique-là. J'en profite pour remercier les gens qui sont impliqués sur le Discord parce que c'est pas... Moi, je ne peux pas tout faire sur Discord. Puis on a une belle petite communauté avec Pierre-Luc, Benji, Gabriel. Il y a full de monde qui sont impliqués à ce niveau-là. Donc, moi, je touche pratiquement à rien à cet aspect-là de la communauté. C'est tout eux qui gèrent.
Puis je vais vous parler tout à l'heure d'un jeu qu'on a joué ensemble hier dimanche, un nouveau jeu de Star Wars de simulation de vol qui est sorti, Star Wars Squadrons. Puis en tout cas, je vais garder ça plus tard, mais on a fait ça avec le monde du Patreon. Fait qu'il y a une belle communauté qui est là, qui est super réceptive puis active. Puis c'est des auditeurs mystérieux, fait qu'ils sont pas anal. Habituellement, ils sont bien, bien cool. Je remercie cette communauté. Fait que c'était mon annonce. Voilà. Qui veut commencer les nouvelles cette semaine? Vas-y donc, Simon. OK. Ouais. Yes. Je vais y aller. Je ne vous surprendrai pas en... T'as changé ton nom. Chronique. Qu'est-ce qu'il a fait? T'as changé ton nom pour T-shirt ironique. Ouais. Je vais vous parler des sorties Blu-ray de la semaine. Oui. Malheureusement, il n'y a pas tant de Blu-ray d'horreur, donc je sors un peu du moule Halloween, mais bon, qu'est-ce que tu veux? On ne peut pas tout avoir. Donc, voici le premier film, c'est The Secret of My Success de 1987. Oui, c'est le film de Michael Jackson. Wow. Michael J. Fox. Michael J. Fox. Le film est problématique, mais pas tant que ça. Non, c'est ça. Donc, le Google Translate, c'est un farm boy est diplômé de la Kansas State University et déménage à New York pour travailler dans les grandes entreprises. Son manque d'expérience entrave sa recherche d'emploi et il ne peut trouver de travail que dans la salle du courrier d'une société dirigée par un oncle éloigné. Quand il rencontre une jolie jeune cadre, il se fait passer pour une paire prometteur pour l'impressionner. OK, là, je comprends pas. Une paire prometteur pour l'impressionner. Alors qu'elle évite ses avances et qu'il tente d'effectuer 2 tâches à la fois, la femme du PDG le poursuit avec une vengeance vigoureuse. Donc, si vous ne l'avez pas vu quand vous étiez jeune, je pense pas que c'est nécessaire. À ce point-là. Ben, c'est comme correct, mais il n'y a rien vraiment d'incroyable. Mais moi, je l'avais beaucoup aimé quand j'étais jeune. Et c'est réalisé par Herbert Ross, qui a fait plusieurs choses, mais son film le plus iconique, c'est Footloose. Oh. Et oui, il y a Michael J. Fox, il y a Ellen Slater, qui était Supergirl, l'original. Oui, on s'en souvient. L'excellent film. Réaction. Non, mais c'est parce que tout le monde a eu ce film-là. Il y a aussi Richard Jordan, celui qui jouait Duncan Idaho dans Dune de Lynch, pour ceux qui s'en souviennent. Et il y a un autre film de Michael J. Fox qui sort en Blu-ray, et cette fois-ci, c'est The Hard Way de 1991. C'est le fameux film où il joue un acteur qui se greffe à un policier pour étudier le métier de policier pour un prochain rôle. Et le policier est joué par James Woods. Donc, c'est ça. C'est juste ce film-là. C'est réalisé par le gars qui a fait le film La fièvre du samedi soir et aussi Cœur-Circuit. Oh. Wow. Je me souviens avoir écouté ça à super écran. Puis d'avoir trouvé ça comme, il me semble, c'est pas super. Fait que voilà, c'est mon souvenir. Là, je tombe dans un film qui sort pour la première fois en 2020. Donc, c'est un film de l'année. Mais évidemment, tourné avant les problèmes de 2020. Mais ça s'appelle The Second. Et c'est avec, entre autres, Ryan Phillippe, plus connu du fame de Cruel Intentions. C'est le seul film qu'on associe à Brian Phillippe. Oui. Il était dans le clan des Scots, il me semble aussi, mais je ne suis pas sûr. Ça se pourrait. Il y a une mélange avec James Van Der Beek. Je pense que c'est James Van Der Beek qui était le personnage principal de le clan des Skulls. Ou l'autre, là, Joshua Jackson. Non, c'est James Van Der Beek parce que j'ai récemment regardé son nom. Ben, c'est le boy des années 90. Là. Sa face est associée aux années 90. Les boys blanc, blond, générique. Ouais. Et il y a aussi Casper Van Dien. Et Benoît, tu vas peut-être te souvenir d'elle, Samaire Armstrong. Ouais, son nom, on dit quoi? Est-ce que ça dit quelque chose? Oui, ça me dit quelque chose. Tu te souviens dans The O.C.? Ouais. Celle qui jouait Anna. Celle qui sortait avec le bad boy? Non, l'autre. Là, le nerd? Seth Cohen. Mm-hmm. Ouais.
Oui, elle. Oui, je me souviens d'elle. OK, c'est ça. OK. Et elle a aussi joué dans un excellent film de Noël qui s'appelle My Santa, ou le Père Noël. En fait, c'est son fils qui fait un genre de stage en milieu de... excusez, je trouve ça très drôle comme que j'essaye d'expliquer ce film-là, que tout le monde s'en calisse, là. Mais oui, c'est ça. C'est le fils du Père Noël qui fait un stage en centre d'achat pour éventuellement remplacer le Père Noël. Et elle tombe en amour avec, évidemment, pour éventuellement devenir Mère Noël. C'est réalisé par Brian Skiba, qui a fait, entre autres, les films de Noël suivants: My Adventures with Santa, Defending Santa, Beverly Hills Christmas et Christmas Truce. Et le Google Translate va comme suit. L'agent des services secrets Vic Davis, donc Ryan Phillippe, est sur le point de récupérer son fils séparé, Sean, de son campus universitaire lorsqu'il se trouve au milieu d'une opération terroriste à enjeu élevé. La fille d'un juge de la Cour suprême est la cible et cette faction armée ne recule devant rien pour la kidnapper. Vic se rend vite compte que personne ne vient les sauver et doit maintenant utiliser tout son ensemble de compétences pour la sauver, elle et son fils, d'une situation incroyablement dangereuse et mortelle. Donc, c'est comme Die Hard dans une école. C'est maintenant dans Une nuit à l'école et Die Hard. Oui, exact. Okay. Mais je parlais de Noël, tout ça, puis il y a une raison pourquoi. C'est que c'est un film de Noël. J'ai regardé le trailer et oui? avec dans le fond des décors, on voit des guirlandes. Fait que c'est un film de Noël. Mm-hmm. Sinon, le prochain film, c'est Cursed of the Undead, un film de 1959. Et voici le Google Translate. Western de qualité B avec une torsion. Les mystérieux pistoleros alloués. Fait que ça, c'est les Gun for Hire. Ouais, on rappelle que tu Google Translate. Robbie est vraiment... Ben oui, c'est ça. Drake Robbie est vraiment un vampire et c'est au prédicateur Dan de sauver la ville et sa petite amie Dolores Carter. Donc, si vous aimez des zombies, puis le western, puis les années 50, puis le noir et blanc... C'est quand même une bonne idée. Je suis intrigué parce qu'un film de zombies dans les westerns, dans un western, dans les années 50, il me semble qu'il y a de quoi à faire avec ça. Mais le film est de quelle année? Effectivement. 1959. OK, fait que, ouais, quand même, ça date. Mais on s'entend-tu pour dire que pistolero à louer, là, ça sonne... ça sonne... Ben ça coûte pas cher. Ça n'a pas de l'air à coûter cher. Oui, un pistolero, là, c'est 50$, puis il fait ce que tu veux, là. C'est comme la il va tirer sur une canette. Il va faire n'importe quoi. Des ballons pour les enfants à Noël. Oui, c'est ça. Le Pistolero, c'est aussi le nom du premier livre de Stephen King, le titre franchisé de The Dark Tower. Ben oui, le Pistolero. C'est quoi? Il joue du banjo ou il tire du gun? C'est quoi qu'il fait? C'est ça, exact. Sinon, rapidement, juste un dernier qui sort directement en VOD. Ça s'appelle Welcome to Sudden Death. C'est un film avec Michael J. White qui... Là, je trouve ça drôle. Mettons sur IMDb, ils disent que c'est une suite à Sudden Death, le film de Van Damme, qui est le Die Hard pendant une game de hockey. Mm-hmm. Oui, OK, oui. Mais là, ils disent que c'est une suite, puis là, il y en a d'autres qui disent que non, c'est comme un remake parodie. Puis là, il y en a qui l'ont écouté et qui ont dit ouais, mais l'élément parodie est tellement peu présent que c'est dur de savoir le ton du film. Mais bon, c'est disponible, c'est avec c'est ça, Michael J. White, puis il va avoir de la taloche. Parce que ça veut être drôle, mais c'est pas drôle, fait que ça n'a pas de l'air drôle, genre. Ouais, c'est ça. Puis c'est pas aussi parodique que, mettons, un autre film que Michael J. White a fait, qui était Black Dynamite, qui parodiait tous les films de Blaxploitation. Mais là, tu sais, c'était clair que c'était une joke. Là, ça a l'air que c'est pas super clair. Fait que voilà. C'était les sorties Blu-ray de la semaine. Merci. Il est bon, Michael J. White. J'aimerais ça le voir davantage. On le voit pas souvent au cinéma, il me semble. Ouais, c'est vrai.
Pas dans des gros rôles, mais il y a beaucoup dans les films de série B là, qui sortent direct en vidéo. Excellent. Merci, Simon. Hey, Simon, tu vas pouvoir augmenter juste un petit peu ton son, nous dit, pour les gens qui sont en direct sur Facebook. Ça va aider un petit peu. Merci beaucoup. Mais sinon, Marie-Lune. Oh! Je regardais les dépôts dans le fond de ma bière. Tu bois en faisant un show? Comment oses-tu? Excusez, avec votre café, votre petit thé, là, excusez-moi. Ouais. C'est Marie-Lune la débauchée cette semaine. J'ai fini ma journée de travail, là, je me suis levée tôt. Check, Simon, il prend de la vodka pure. Pire que toi. Un gros verre de vodka pure. Le trailer de The Witches est sorti. J'avais peur. Tu sais, les sorcières qui nous a toutes traumatisés, c'était en 1990. The Craft? Ah non, un nouveau, tu veux dire? Non, c'est en 1990, le film The Witches. Tu sais, les sorcières qui enlèvent leur masque, puis ont des longs nez, puis ont des bosses, puis ils transforment les enfants en sorcières. Il n'y a rien de terrifiant là-dedans, des longs nez, OK? Là? ça, là, d'associer les longs nez à des sorcières... Nous, notre communauté de longs-nez, on n'est plus capable d'être associés. Longs-nez in the room. Nous vaincrons. C'est des vraiment longs-nez de 30 cm pointus avec des... Je comprends pas. Je ne vois pas le point que tu veux faire. Mais continue, c'est beau, Marie-Lune. je voulais pas t'offenser, Ben. Non, j'ai le nez long. Le prix personnel en asti. Ben oui. Tu vas peut-être prendre un verre, finalement. Lâche le thé, ça te fait pas. Est-ce que vous aviez vu The Witches, les sorcières dans les années 90, puis ça vous avait tout traumatisé? Je pense que les gens de notre âge, à peu près, qui l'ont vu, sont toutes... Ouais, c'était un film... Je pense qu'en tant qu'enfant, ce qui était particulier, c'est que c'était un film que je sentais qui était dirigé vers nous, mais qui pouvait être aussi très violent puis épeurant en même temps. Oui, c'était vraiment... Ben, il y en a beaucoup dans ce temps-là que tu le regardes maintenant, puis t'es comme, pourquoi nos parents nous ont laissé écouter ça? C'est totalement horrifique. En fait, l'histoire, c'est dans les années 50, dans les années 60, excusez-moi, il y a des sorcières qui font une convention, puis ils détestent les enfants, puis peuvent sentir les enfants à des kilomètres, puis s'ils voient des enfants, ils transforment en souris, puis ils les mangent. Et donc, ils vont dans un vieil hôtel creepy, puis là, il y a un enfant qui découvre la supercherie, se fait transformer en souris, il faut qu'il défende tout le monde, mais les sorcières sont vraiment dégueulasses. Ils enlèvent leur masque, puis c'est des madames avec du standing. La première, je pense que c'était qui donc déjà? C'était Angelica Houston. Mm-hmm. Donc, c'est des belles madames, bien mises, tout ça. Puis là, finalement, ils enlèvent ça, puis ils sont comme chauves avec 3 cheveux, ils sont gluantes, ils ont des bosses dans le dos, ils ont des pustules, ils ont un long nez, puis ils sentent les enfants, puis là, ils les voient tout de suite. C'était très, 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 très épeurant parce que ça faisait que peu importe où tu étais, ils savaient que tu étais là, puis ils étaient comme des enfants. Je te vois sourire, Jake. C'est pas parce qu'on est à distance que je te vois pas sourire. Non, mais c'est parce que Marie-Lune t'a juste énuméré plein d'affaires dégueulasses, des pustules, des longs nez. Vous voyez que ça l'a envoyé un beau message à Ben. Vous irez voir, ça arrive. Ouais, vous irez voir. Mais en tout cas, je sais que la plupart des gens de mon âge qui l'ont vu, on est tous traumatisés de ça, presque autant que de Opération Beurre de Pinot. Donc, ils ont fait une refonte. Le premier, c'était de Roald Dahl. Je ne sais jamais comment dire son nom, qui a fait plusieurs films, quand même dans les années 90. Et là, le nouveau, c'est Robert Zemeckis. OK, qui réalise. Oui, et qui a coécrit et coproduit par Guillermo del Toro. Wow! Donc, c'est ça. Donc, j'étais comme, OK, ça va être bon. Et le personnage principal est joué par Anna Thaoué et il y a aussi Chris Rock dedans. Donc, je m'étais dit, ça peut pas... Voyons donc! On dirait que tu viens d'inventer un film, là. On dirait que ça n'existe pas, cette affaire-là. Mais non, c'est une refonte d'un film qui a beaucoup pogné. Les gens attendaient beaucoup. Ça va être sur HBO Max le 22 octobre. Donc, ça sort bientôt parce que c'est direct to video. Ça se peut sortir au cinéma, mais on peut pas. Donc, le trailer est en ligne en ce moment. C'est Warner qui le produit. Et ça a l'air bien fait, mais on dirait, je ne sais pas si parce que dans le temps, c'était fait... donc, c'était tout réel, c'était du maquillage et tout ça. Et là, il y a beaucoup de CGI. Bon, dans le temps, le petit gars qui se transforme en souris aussi, c'était en CGI. Mais là, on dirait que c'est comme plus pour les enfants, je sais pas trop.
Ouais, ils ont décidé de ne pas traumatiser la nouvelle génération. Ouais, je pense que c'est ça qu'ils ont. Mais on voit pas les sorcières. Je pense qu'ils ont fait exprès parce qu'ils le savent. On voit qu'elle va commencer à se transformer. On voit la transformation en souris, mais pas en sorcière. Donc, c'est comme un peu. Ils nous laissent un peu le suspens de voir à quel point ils vont être laides et dégueulasses. Ouais. Mais ça avait l'air plus un peu enfant, cartoon, même si c'était un petit peu quand même glauque. Mais tu sais, par exemple, tu sais, les aventures des orphelins Baudelaire, c'était nouveau et c'était plus cartoon, plus jeune, mais c'était, tu voyais le glauque, tu voyais, tu avais la sensation, tu sais que c'est des décors, tu sais que c'est tangible, tu sens que, tu sens l'humidité jusque chez vous. Là, j'avais l'impression que c'était plus des couleurs vives, c'était plus comme un cartoon, c'est quasiment comme James et la pêche géante. Bon, OK. Je suis intrigué de voir le trailer. Écoute, ça s'est passé sur mon radar. Mais vous regarderez J'y ai pensé. Vous regardez celui de 1990 pour celui maintenant. Donc, mais peut-être que justement, ça va faire une génération qui va apprécier sans être traumatisée comme nous autres. Because maybe that's what happened. Il y a un seul élément que j'avais. J'avais beaucoup aimé le film quand même quand j'étais jeune, mais à la fin, quand le petit gars se fait transformer en souris, il finit par vivre dans une petite maison que sa grand-mère fait pour lui. Et la petite maison est en fait la base de Ghostbusters en jouets réaménagés. Puis j'étais comme, waouh, c'est donc bien cool. La puis plus belle vie d'une souris. C'est ça. Je pourrais vivre dans cette cabane-là. Puis 2 secondes après, le petit gars demande en forme souris à sa grand-mère. Ça vit combien de temps une souris? Puis la grand-mère, elle pleure parce que ça vit comme genre. Oh my God. Moi, j'étais comme fuck it. Moi, je veux vivre dans la maison de Ghostbusters en tant que souris. Vous voyez comment est-ce que c'est hard? Mais j'ai oublié de dire, dans la nouvelle refonte, c'est une famille de noirs. Le petit garçon et tout ça. Et j'ai vu même dans Les Sorcières, il y avait plus de représentation. Donc, ouais, avant, c'était ouais. Hey, salut Laurent. Allô, Laurent. Bonjour Laurent. T'as un hamburger sur ton micro, Laurent? Oui. Oui. C'est parce qu'on parle d'Archie? Non. Okay. J'ai juste, écoute, j'ai décidé, il tenait plus sur mon crayon, je me suis dit, maintenant, ça va être mon accessoire de micro. Bon, original. J'ai pas pensé à mon affaire plus que ça, là. Laurent, tu veux-tu que je te fasse une présentation quand tu arrives? Parce qu'habituellement, j'écris toujours sur quelque chose sur chacun, mais toi... Ouais. J'y pensais, c'est drôle en m'en venant, tu sais, j'étais comme, moi, je n'ai plus jamais, mais en même temps, c'est moins de job pour toi, fait que je comprends. Là. Non, attends, on est dans la thématique Halloween, les déguisements, les bonbons. Le dernier porte constamment son déguisement de Chewbacca, Laurent Boutin. Salut. J'aimerais mieux que tu m'en fasses pas, finalement. Bon, on va y aller avec Jake. Ça faisait longtemps qu'on l'avait reçu. Salut, Jake. Salut, gang! Yes, exorcisé. C'est drôle parce que quand, Marilyn, tu parlais du film de sorcière, j'ai comme eu une réflexion dernièrement. On a écouté Terminator 2, ma blonde et mon coloc et moi. Puis, j'ai eu une réflexion parce que un moment donné, dans Terminator 2, tu sais, dans le troisième acte, il y a vraiment beaucoup d'action. Puis c'est comme, tu sais, il y a beaucoup d'action dans le film, mais tu sais, il y a beaucoup de séquences c'est plus relax. Une fois qu'ils l'ont sorti de l'Institut, là? Ouais, c'est ça. Puis tu sais, à la fin, je sais pas si vous vous rappelez, mais premièrement, James Cameron aime beaucoup les gros camions. Ça n'a pas de bon sens. Je pense qu'il y a genre 4 fois un gros camion qui se plante dans quelque chose, dans ce film-là. Puis à la fin, t'as encore une fois un esti de gros camion, puis c'est avant qu'ils rentrent dans l'espèce de fonderie de métal, là. Puis ils se font courir, ils se font pourchasser par un hélicoptère. Là, je checkais ça, puis j'étais comme, c'est fucké parce qu'il y a beaucoup d'action, mais je sens pas le blockbuster fatigue comme on a dans beaucoup de films d'action plus récents, mettons. Puis j'étais comme, c'est-tu à cause que c'est pas fait en CGI? Parce que tout le long, je checkais ça, j'étais comme, tabarnak. L'hélicoptère, elle passe en dessous du pont pour vrai. Là. Ouais, puis les acteurs, même si tu sais que c'est pas les acteurs, mais c'est des cascadeurs, ils sont sur le top du camion, puis ils rechargent le. Puis il y avait comme quelque chose de vraiment impressionnant là-dedans. Puis je me suis dit, c'est peut-être ça, man, qui marche plus avec moi. C'est que maintenant que l'action ou même le make-up ou tout ça, vu que c'est fait en CGI, il y a plus un côté de mon cerveau qui s'éteint, on dirait, qui est plus impressionné parce que je sais que c'est juste comme des animateurs devant un ordi qui ont fait ça. C'est pas genre du monde qui... Puis là, j'étais comme, la réflexion, tu sais, je l'ai poussé à me dire,
dans le fond, je pense qu'on est rendu qu'il va falloir, tu sais, comme créer le feeling of awe, là. Je ne sais pas comment traduire ça en français, là, mais tu sais... l'excitation. Être émerveillé. Il va falloir vraiment que ça soit basé sur le scénario puis l'émotion plutôt que juste par le spectacle visuel. Mm-hmm. Ben, mettons Tom Cruise qui se crash lui-même son propre avion qui pilote dans l'émission Impossible. Ça marche-tu, ça? Ben, le prochain Top Gun où il a piloté un jet. Là. Ouais, ben c'est direct à ça je pensais, parce que j'étais comme, c'est vrai que dans la dernière Mission Impossible, toutes les reviews disaient, tu sais, c'est lui pour vrai, puis... Mais je pense que j'ai juste comme un détachement avec cette franchise-là, tu sais, genre, ça me... Fait que c'est peut-être pour moi un mauvais exemple de juger, mais mettons quelqu'un qui tripe sur Mission Impossible ou sur Tom Cruise, whatever... Peut-être qu'il va checker ça, puis lui, il va avoir les frissons, puis il va être sur le gros high tout le long, je sais pas. C'est juste que moi, j'ai vu ça, genre, je pense, à Noël dernier, puis j'étais comme, je m'en crisse de ce film-là. Que je m'en crisse, puis j'étais comme, Tom Cruise, man. Ah oui, c'est ce que j'allais dire. Je le feel plus. C'est la franchise, c'est qu'à chaque fois qu'il sort un nouveau film, tu te dis, ils en font encore. Ouais. Puis c'est parce que lui, il est rendu intense, là. Tu sais, c'est comme... C'est quoi le next step? Genre, il va se faire, genre, pitcher dans l'espace, genre? C'est l'espace. Il s'en va dans l'espace, pour vrai. Ça, bon, il s'en va-tu dans l'espace pour vrai? Oui, il y a un projet de film. Je me souviens plus avec qui, là, mais il y a un film dans l'espace. Elon Musk, joke, c'est vrai. Je pense qu'il espère mourir sur un tournage, genre. Ouais, mais c'est ça. Là, c'est un death wish, là. Exact. Je repousse ça plus loin jusqu'à temps que, tu sais, pas vrai qu'il va prendre sa retraite et rester chiller chez eux. Qu'il va être mort jeune et beau, c'est ça que tu penses qu'il veut faire. Il veut rentrer dans la légende. Ouais, non, mais tu sais, il a de l'air quand même assez jeune. Hein. Il est plus en forme que moi, en tout cas. Ah, ben moi aussi, on s'entend. Mais c'était pas ça ma nouvelle, guys. Non. C'était juste une réflexion, puis je voulais comme savoir ce que vous en pensez, vous autres, mais je sais pas. Êtes-vous d'accord que je sais pas, j'ai pas vu le dernier Terminator, mais le gros film, comme ça a l'air d'être beaucoup de cascades puis d'explosions en CGI. Est-ce que ça vous procure une émotion? Moi, je me pose la même question depuis plusieurs années, à savoir c'est quoi les éléments qui font un bon film d'action, parce que je suis pas contre l'idée d'un film d'action niaiseux, entre guillemets, radiophonique. Puis je pense que... Puis à chaque fois qu'on a cette discussion-là, tu as quelqu'un qui va dire « Ouais, mais c'est parce que tu idéalises les films que tu as vus quand tu étais jeune. » Je pense que c'est plus que ça. Je pense qu'on a perdu quelque part qu'est-ce qui fait un bon film d'action. Puis il y a probablement une analyse à faire de plusieurs œuvres qui ont fonctionné. Est-ce que c'est CGI? Est-ce que c'est le scénario? Est-ce que c'est une combinaison de plein d'éléments qui font en sorte que tu sens une incidence sur ce qui se passe? Qu'est-ce que tu décris, Jake, c'est être dissocié de l'action à l'écran. Ouais. Puis quand tu es dissocié de l'action à l'écran, puis tu es en train d'analyser ce qui se passe devant toi, tu n'es plus dans le film, tu n'es plus en train de profiter du film. Donc, qu'importe les techniques qui sont utilisées, à partir du moment que tu n'es plus en train d'écouter un film, mais de te regarder un film, il faut que tu analyses qu'est-ce qui t'a amené là. Puis ça, c'est super subjectif parce qu'il y a bien des gens qui réagissent à bien des choses différentes. Mais on peut s'entendre qu'un film comme, par exemple, même le premier et le deuxième Die Hard sont des très bons films d'action. Le deuxième est un peu plus niaiseux, mais c'est des très bons films d'action. Alors, qu'est-ce qui fait que c'est un bon film d'action? Est-ce que c'est que, tu sais, peut-être qu'aujourd'hui, on ferait le même film, il y aurait full le CGI et on serait détaché. Ça se peut que ce soit ça. Ça dépend. J'ai l'impression que ça dépend. Tu sais, moi, quand j'écoute The Hobbit, Chris, que je m'en sac, mais j'ai l'impression d'écouter du World of Warcraft, mais des cutscenes qu'on a raboutés ensemble avec, tu sais, c'est juste du green screen. Mais est-ce que ça s'arrête juste ça? Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui font que je ne suis pas associé au projet? Je ne sais pas. Mais ça, c'est ma réflexion, mais je n'ai pas de réponse pour vrai. Je pense que le CG, c'est peut-être une piste de solution. Je pense que c'est plusieurs choses aussi, puis c'est circonstanciel de la personne, puis de quand tu le vois aussi. Il y a beaucoup d'éléments, mais je pense que si on prend Terminator 2 justement comme exemple, je sais pas pour vous, moi je m'étais attachée au personnage, puis de la manière qu'il joue, mettons John Connor qui se fait courir après par l'espèce de gros truck, puis qui est en moto, puis qui se fait foncer dedans, puis qui crie comme un enfant. Il fait genre « Mais tu sais, c'est un enfant tout ça sur une moto qui se fait courir après par un gros robot dans un truck. T'as peur pour lui, puis tu sais, il a peur aussi. Je pense faut que le scénario, il faut que tu t'attaches au personnage. Il y a plein d'actions, puis tu t'en crises que le personnage meurt ou pas, tu vas peut-être pas embarquer. Mais si ça compense par
ah, c'est impressionnant, puis toi, tu cares que c'est impressionnant, ou si ça compense par visuellement, c'est vraiment beau, puis on poussé ça super loin. Tu sais, ça pourrait être comme, tu sais, dans des Hobbits, j'ai pas trippé non plus, mais les Lord of the Rings, avant, j'étais impressionnée par la technologie qu'ils ont utilisée pour filmer, les décors, tout ça. Tu sais, c'est quelque chose pour compenser le scénario, ça peut aider. Mm-hmm. Mais tu sais, je pense que c'est vraiment entre les deux, la balance entre, tu sais, l'histoire m'intéresse, je m'intéresse aux personnages, ce qui leur arrive. J'ai vraiment l'impression que, tu sais, je suis stressée pour de vrai pour Tom Cruise qui saute sur un camion. Puis il y a peut-être que nous, justement, on en a vu beaucoup rendus à notre âge de films d'action, puis on est moins facilement... On est des vieilles personnes. Non, mais on a beaucoup d'expérience. On est moins facilement impressionné. Fait que, tu sais, faut que tu me proposes d'autres choses. Oui, tu as des effets spéciaux, mais faut que tu ailles ailleurs aussi. Sinon, j'ai 10 autres films d'action qui vont faire les mêmes affaires avec qui vont me donner la même offre. Fait que, je pense que ça se situe entre tout ça. Simon, as-tu une idée? Parce que tu en écoutes pas mal, des films d'action, puis tu en as écouté des vieux films des années 80-90, des bons trucs, mais aussi beaucoup de crap. Fait que as-tu remarqué quelque chose? On pourrait en parler pendant 3 heures, là, si tu veux, mon opinion. Attends, rapidement, je te dirais que c'est beaucoup d'éléments. C'est pas juste le CG. Il faut que tu sois attaché au personnage, il faut que le scénario soit bon, parce que souvent, dans les films d'action, la formule du film d'action est un peu classique. Fait que, dans le sens que tu vas l'écouter puis tu vas savoir qu'est-ce qui va arriver avant que ça arrive. Puis quand on était jeune, on n'avait pas ça. Mais là, je dis pas qu'on les a vus quand on était jeune, puis c'est pour ça qu'on était surpris, mais je veux dire, tout ce qui est arrivé avec le cinéma des années 80, ces films-là, ces histoires-là, ils n'étaient pas vraiment dans les films avant, les années 70 ou 60. T'sais. Fait que je pense que toute cette vague-là de films avec lesquels on a grandi, c'était comme plein de nouveaux scénarios, de nouvelles possibilités, surtout dans le domaine de l'action. Oui. Puis là, à un moment donné, ben, ça s'est estompé. Puis là, tout le monde refait Die Hard, puis tout le monde refait Terminator, puis tout le monde, tu sais, puis avec des variantes des fois. Puis en même temps, tu sais, nous autres, on a les films de super-héros qu'on écoute, puis il y en a qui marchent plus que d'autres. Mais tu sais, je pensais à ça. Là, si Endgame, là, tu vois Endgame tout seul, tu n'as pas vu aucun des autres, tu ne cares pas vraiment qu'est-ce qui arrive. Parce que les personnages, tu ne les connais pas. Tout ça, là, c'est un autre ballgame parce que là, c'est un univers en 26 films, mettons. Dans plein de films. Mais en même temps, tu sais, qu'est-ce qui arrive dans Endgame? On a tous été un peu surpris là, du voyage dans le temps, puis Thanos qui meurt au début. Excusez du spoiler, là, mais bon. C'est correct, là. C'est pas la pire affaire qui arrive en 2020, là, que tu spoil Endgame, mais je pense que nos auditeurs l'ont écouté. Mais en même temps, tu as eu John Wick qui est arrivé. Une histoire tellement simple, mais là, tu avais des vrais combats, des vraies chorégraphies, puis un vrai scénario. Ouais, c'est ça. Même si le scénario n'est pas original, dans le sens, c'est juste un dude qui va venger la mort de... Oui, c'est un chien, mais tu sais, il va quand même venger la mort de quelqu'un en tuant plein de monde. Ça, on a vu ça plein de fois, mais c'est de la façon qui a été faite. Ça a comme donné une espèce de souffle au genre, un peu. Mm-hmm. C'est pour ça qu'il y a eu plein de suites, puis tout le monde tripe sur ça. T'sais. L'univers aussi est intéressant de John Wick, l'espèce de communauté de body hunter qui existe, de chasseurs de primes qu'on découvre dans les chapitres subséquents. Ouais, je comprends ce que tu dis. C'est une drôle d'alchimie. S'il n'y avait pas eu ça, s'il n'y avait pas eu cet élément-là dans le 2 puis le 3, ben, si c'était encore Ken Reeves qui tue du monde juste parce qu'il est fâché, ça aurait été plate. Là, ils ont quand même étoffé l'histoire puis tout. Mais ouais, c'est ça, c'est vraiment. L'émission Impossible, moi, à chaque fois qu'il y en a un, je suis comme bon, je vais l'écouter, puis je l'écoute, puis je suis comme ah ben, c'était bien, c'était le fun. Puis je sais pas si je m'en crisse pas comme Jake, mettons, mais je suis pas non plus excité quand il y en a un nouveau. Là. Je suis comme je vais le regarder un moment donné. T'sais. Mais j'avoue qu'il y a beaucoup d'action dans ces films-là. Puis il n'y a pas tant de CG, tandis que, tu sais,
Si tu parles de CG qui te sort d'un film, moi, c'est Justice League. Ouais. Dire, peu importe, oui, le scénario n'était pas très bon puis tout, mais le CG est affreux. Il est omniprésent. Tu le vois tout le temps, comme les préquels de Star Wars. Tu sens que c'est un dude ou une doudette qui sont dans un green screen room, puis il n'y a rien d'autre, puis c'est vraiment laid. Puis comment tu peux t'associer à ça? T'attacher. Ouais. Je dis toujours que c'est des films qui sentent le styromousse. C'est tellement artificiel que c'est tout ce que tu en retiens. OK. Ouais. Ben, merci, Jake, pour la piste de réflexion. C'était intéressant. Voilà. C'était pas voulu, mais je trouve ça intéressant. Cool. Même pas ta nouvelle. Ouais, mais là, attends, Laurent, t'as pas vraiment dit qu'est-ce que t'en pensais. Ouais. Je sais pas, j'ai pas beaucoup d'avis, je pense. J'ai jamais, même quand j'étais jeune, jamais tant regardé de films d'action que ça. C'est pas mon genre de prédilection. Tu sais, je veux dire, je peux apprécier un Terminator puis un Die Hard comme tout le monde parce que c'est des bons films, mais tu sais, je suis comme, j'ai jamais bingé des Steven Seagal, mettons. Ouais, moi, je pense que c'est drôle parce que je pense que je suis un peu comme toi, Laurent. Tu sais, c'est genre, mettons, on prend le premier Spider-Man de Far From Home, le premier dans l'MCU. Ouais. Tu sais, je vais bien plus capoter sur la scène du char que sur le combat final sur l'avion. Ça, on dirait que je m'en rappelle plus. Mais la scène du char, genre, je trouve que le timing, la tension, tout ça, ça vient plus me rejoindre. Puis, tu sais, tous les films de Marvel, je trouve que c'est ça qui est brillant. C'est que, oui, il y a de l'action, mais c'est tout le temps comme les bouts les moins importants, on dirait. Tu sais, le développement de personnage, il est tellement présent, c'est ça qui nous fait triper. Mais comme dans les comic books de super-héros de Marvel, tu sais, moi, une série de, je dis n'importe qui, là, mais Bendis ou Jason Aaron ou whatever, c'est pas de la tapoche de A à Z, là. C'est pas juste de la bagarre. Ouais. Oui, il y en a, puis ça fait partie des codes, puis c'est normal, mais c'est pas les moments les plus intéressants dans la BD que je lis depuis les 15 dernières années, par exemple. C'est pas les moments qui m'ont le plus marqué, tu sais, parce que de toute manière, ça va, à moins d'utiliser quelque chose de très particulier comme technique de storytelling visuel, ça va finir avec un gros splash page, puis c'est pas ça qui est intéressant pour moi, tu sais, c'est la mort de Captain America, puis son retour, c'est comment Johnny Storm finit par disparaître dans la negative zone. C'est des moments de haute tension, mais qui ont très peu à voir avec de l'action. Fait que, Mais tu sais, d'un autre côté, mettons, si je vais plus dans le domaine de l'horreur ou des films de monstres, c'est vrai que moi, du CGI, ça me fait bien plus décrocher que, mettons, même dans Tremors, où je le vois que c'est cheap, mais je le vois que c'est là pour vrai aussi. Je pense qu'il y a aussi une fatigue qu'on est habitué justement d'identifier le CGI, mettons, qu'au début, c'était donc nouveau, puis j'en étais comme, wow, on peut faire ça. À ça, on est tout le temps comme, OK, mais ils sont devant des green screens, puis tout, alors que n'importe quel effet pratique, même si ça va jamais avoir l'air si vrai que ça, mais il y a une tangibilité qui est là. Puis même, moi, je pense que ça va plus loin que ça. Tu sais, l'animatronique de Jurassic Park, là, du T-Rex. Lui qui était rempli d'eau et qui shakeait. Là. Ouais. Mettons là, qu'il bouge à peine. Il fait juste bouger un petit peu, là, mais je suis en char, il fait noir, puis il mouille, puis je le sais que je vais le voir. Là, puis je sais que c'est un animatronique. Chris, je vais avoir la chienne, je pense. Puis je le sais que c'est un décor, mais je vais faire que « Oh my God! » Puis si je suis dans le char, puis le char arrête, puis il se baisse, puis je vois son œil à côté de moi, là, genre, je vais avoir des fucking frissons. C'est le gars qui court aux chiottes dans cette séquence-là, c'est ça? Non, je pense que... Je sais pas comment je réagirais, mais je pense que clairement, la flashlight qui shake dans l'œil, ça serait moi. Là. Il prend sa blonde, il a Chris va « Prends-la, elle! Il part à courir. » Non, je protégerais ma blonde jusqu'à la fin. Ils nous mangeraient ensemble, en fait. C'est parce que je lâcherais pas ma blonde. Tu l'amènerais aux toilettes avec toi. Exact. Ils rient en crotte les deux ensemble, c'est ça, pour l'éternité. Mais bref, je pense que ça, inconsciemment ou consciemment, tu le sens quand tu écoutes un film, de faire comme... Même si tu sais que les acteurs ont... C'est un plateau de tournage, ça se peut pas, mais tu le sens qu'ils étaient à côté. Même chose pour, mettons, Aliens avec l'Alien Queen à la fin. Ouais. Voir ça à 2 pouces de ta face, éclairé comme ça, puis tout, tu as un thrill. Peut-être je peux amener une petite réflexion, parce que je me suis souvent posé la question en écoutant Aliens de James Cameron.
sais, on parlait de Cameron tantôt, puis on parle encore de Cameron. C'est un maître de storytelling. C'est pas juste que c'est tangible, ça fait partie de l'équation dans le cas d'Aliens, mais c'est aussi que l'apparition des xénomorphes dans Aliens est sparse. Ça n'arrive pas tout le temps. On va l'utiliser avec économie, comme les dinosaures dans Jurassic Park. Je pense que Jurassic Park, les dinosaures sont là au total 13 minutes, Laurent, quelque chose comme ça. C'est pas long. Oui, peut-être un peu plus, mais ça prend 1 heure avant qu'il se passe de quoi pour c'est ça, mais quand ils sont là, ils sont pas... Il y a un brachiosaure là-dedans, puis c'est tout. Là. Mm-hmm. Mais ils sont pas là constamment. Puis j'ai l'impression que c'est un peu le même effet avec... Je reviens toujours à cet exemple-là, mais ça m'a marqué quand j'avais vu des cours en cinéma à l'université jadis. Il expliquait, le professeur, à un moment donné, que quand le son est arrivé, on n'arrêtait pas de montrer la source du son au cinéma parce qu'on était fasciné par l'effet. Tu sais, Jake, tes graphistes, là, quand ils ont commencé à être en mesure de pouvoir faire du traçage vectoriel sur des images bitmap, là, tout le monde utilisait ce maudit effet-là, puis tu le voyais partout. Il y avait une fascination sur l'effet, puis on n'arrête pas de l'utiliser partout. Fait que j'ai l'impression que le CGI, c'est pas nouveau, mais parce qu'on l'a, on ne l'utilise pas avec parcimonie. On le met partout comme une grosse couche de peinture épaisse parce qu'on se dit, le public qui va au cinéma, ils en veulent pour leur cash, puis on va en donner. Mais ça, des fois, ça fait l'effet contraire sur ce que tu veux générer dans ton public comme effet, comme sentiment. Si c'est too much, ben c'est comme d'avoir trop faim, comme tu es gavé, fait que ça ne marche pas là, au niveau de l'équation, j'ai l'impression. Mais ça, c'est ma réflexion. Je ne sais pas si c'est ça. J'ai jamais rien réalisé. Écrivez là, sur le. Qu'est-ce que vous en pensez, là, les gens qui nous écoutent. Là. Écrivez sur le Facebook des mystérieux. Discussion. Yes. Merci. Merci, Jake. C'est très intéressant comme discussion. On va aller à Laurent, puis tu repasseras avec ta nouvelle après. OK, Jake? On va donner la parole à notre ami avec le beau burger sur son micro. Parlant de revenir aux sources, si je vous parle de Don Bluth, ça vous dit-tu quelque chose? Poulissier va au paradis. Petit pilote dinosaure. OK. Qui le jeu, le Dragon's Lair. Tale. Ah ouais, écoute, j'ai vu ça dans la nouvelle, mais je ne sais pas c'est quoi ce jeu-là. Mais M. Bluth, effectivement, qui a réalisé, entre autres, Petit Pied, tous les chiens vont au paradis, Anastasia, Le Secret de Nîmes et le premier Fievel. La petite tous les films déprimants. Oui, tout ça, où est-ce que la famille risque de mourir au début. Monsieur Bluth a 82 ans maintenant, mais il vient d'ouvrir son propre studio qui s'appelle tout simplement Don Bluth Studio. Et le but, c'est de ramener l'animation 2D sur le devant de la scène et de recommencer à faire des films d'animation avec cette technique-là, parce qu'encore là, c'est pas du CGI, mais on est gavé d'animation 3D depuis quelques décennies. 2, mettons. Mais c'est, Laurent, je veux pas te corriger, là, mais c'est du CGI. C'est comme ça s'appelle. C'est de l'animation. On dit tout le temps animation 3D, mais c'est de l'animation en CGI. C'est computer, imagery, generated imagery. Ouais. Je fais la différence quand même parce que, dans un monde construit, mettons, en CGI, en animation 3D, le monde au moins est cohérent, contrairement à ce que je disais tantôt, que c'est des gens qui sont sur des effets rajoutés. Après, là, au moins, je veux dire, j'ai rien contre l'animation 3D. Je trouve que ça donne un bel ensemble, mais c'est vrai que des fois, ça me manque un peu le old school 2D. Fait que M. Bluth parti son studio d'animation avec plein de gens. Il y a, en ce moment, là, il y a une page Facebook, il y a une chaîne YouTube, il y a plusieurs live streams avec des animateurs là-bas qui font des petites vidéos là, sur du character design, sur du dessin de décor et tout. C'est super intéressant. Il y a juste un projet pour l'instant qui est sur la table. Là, ça s'appelle Bluth Fables. Ça va être des histoires courtes, en fait, inspirées là, de, mon Dieu, pas des 7 péchés capitaux, mais ce genre d'affaires-là. Là. C'est Seven en cartoon. Ouais, c'est ça. Seven en cartoon. Ça serait malade. Ouais. C'est Seven dans l'histoire de jouets. En bon 2D. Je veux pas voir ça. J'ai tellement eu d'image mentale. Mais en tout cas, je suis super intéressé parce que c'est tous des films que j'ai beaucoup aimé. Tous les chiens vont au paradis, là, on va se dire. C'est sûrement le film qui m'a fait le plus brailler de toute ma vie. Là. Je sais pas vous.
Mais fait que c'est ça. Fait que checkez ça, Dunbloat Studios sur Facebook si ça vous intéresse l'animation puis tout. Là. Il y a vraiment plusieurs vidéos par semaine là, qui montrent l'avancée des projets puis des petits walkthroughs, des work in progress. Là. Cool. Merci, Laurent. C'est ça. Je voulais passer au travers de la nouvelle là, parce que c'était comme une tradition, mais je ne voulais pas annoncer ça en début d'émission. Mais en 2020, on a annoncé beaucoup le décès d'artistes importants. Et là, on a eu encore un autre la semaine dernière, décès de Joaquin Salvador Lavado, connu aussi sous le nom de Quino, qui est un créateur de Mafalda. Son éditeur, Daniel Devinsky, a annoncé son décès sur Twitter la semaine dernière. Donc, il disait d'ailleurs, son éditeur Devinsky sur Twitter, Quino est mort, toutes les bonnes personnes du pays et du monde entier le pleuront. Mafalda a été pour la première fois publié en 1964. C'est un personnage qui est la fille d'une femme au foyer et d'un agent d'assurance argentin qui pose beaucoup de questions et qui est très mature pour son âge. Elle se questionne à propos de la condition féminine, des enjeux de société, la politique, l'état du monde, les conditions des femmes, la dictature, la surpopulation et la guerre atomique. Tous des sujets qui sont très, 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 très légers. Donc, il est décédé la semaine dernière. Sinon, je l'ai passé au travers de cette autre nouvelle qui, je pense, comme un peu surpris tout le monde. Déjà, 2020 est très, très surprenant. Celle-ci était quand même assez surprenante. C'est le très prestigieux Hollywood Reporter. Donc, ce n'est pas une espèce de site de clickbait de merde qui essaie de te raconter des affaires qui n'existent pas. Annonçait que Jamie Foxx était présentement pour parler, pour incarner une fois de plus le personnage de Electro. Ça, c'est le vilain des Spider-Man, le gars en électricité. Donc, la dernière fois qu'il avait incarné le personnage, c'était dans le film de Amazing Spider-Man 2 qui était produit exclusivement par Sony, donc il n'y avait aucun lien avec la franchise de Marvel Studios actuelle. Là, on parle d'un retour d'Electro dans le prochain film de John Watts, qui m'en vedette Tom Holland, Zendaya et Marissa Tomei, donc les interprètes des deux premiers Spider-Man qui sont coproduits par Sony et Marvel Studios. Ça fait partie de l'univers de Marvel Studios. Donc, Fox a comme écrit, super excité par la suite sur Instagram, comme quoi il avait bien hâte de reprendre le rôle. Et que cette fois-ci, il n'allait pas être bleu parce que le personnage avait été réinterprété avec une couleur bleue dans le visage. Il a délité le message tout de suite après. Je ne sais pas si c'est fait réprimander par Marvel Studios ou Sony ou c'est tout simplement pas vrai. Mais ça pose plusieurs questions à savoir. Est-ce qu'on va explorer le multiverse dans le prochain Spider-Man? Déjà qu'on sait que Doctor Strange in the Multiverse of Madness, le titre le dit, on va être dans un multivers cinématographique. Puis on avait parlé à l'émission, on l'avait dit, là, checkez ça, là, à partir du moment que c'est établi, ça va aller à la télévision, puis une fois que ça va être à la télévision, on va utiliser les multivers puis les what if. Puis là, on est vraiment là-dedans. On rappelle que J.K. Simmons revient en tant que J. Jonah Jameson. Est-ce qu'il y a un lien à faire là? Je ne sais pas. La sortie pour l'instant du film de Amazing Spider-Man, pas Amazing Spider-Man, mais le prochain Spider-Man est prévu pour le 17 décembre 2021. Ça risque d'être repoussé. Il y a un tournage qui va commencer bientôt en Atlanta. Je ne sais pas, êtes-vous excité par ce nouvelle-là? Je trouve ça vraiment champ gauche, mais je ne sais pas, moi, à date, Marvel m'a rarement déçu au niveau de ses décisions créatives. Je ne dis pas qu'ils sont pas inconnus à l'échec et aux mauvaises décisions, mais je trouve ça très, très intriguant. Je vais demander votre opinion là-dessus. En fait, c'est le premier qui me fait catcher que... Ouais, excusez, il y a un lag. T'es le premier qui me fait catcher que ça pourrait être un multiverse. J'avais même pas vu ça de même avant. Puis pour vrai, je trouve ça bien plus intéressant que ce soit un multiverse qu'il fasse juste reprendre l'acteur pour faire le même personnage. Tu sais, parce que je pense que J.K. Simmons, c'est un peu comme ça que je l'avais perçu. J'étais comme, OK, c'est le même acteur, même personnage, mais c'est une autre version du personnage. Ouais. Mais si c'est un multiverse, je trouve ça cool. Je trouve ça plus intéressant. Toi, Laurent, t'allais dire quoi? Oh, ben vas-y, Simon. Non, Laurent. Laurent, vas-y, Laurent. OK. Ben, je suis quand même, tu sais, je pense que je fais partie des rares personnes qui aiment quand même un peu The Amazing Spider-Man 2. Je trouve que c'est un film tellement... Non, mais c'est tellement over the top, là. Moi, je trouve ça le fun, tu sais. Je suis comme, sont allés all-in, tu sais. Tu vois, il y a plein d'affaires qui ne marchent pas, mais ils ont essayé des affaires, puis ça, j'ai apprécié ça, tu sais. Fait que je suis quand même curieux de voir s'ils vont ramener cette ambiance-là ou juste Jamie Foxx met Tone Down dans le même rôle, tu sais. J'avoue que je me pose des questions, mais je suis intrigué. C'est moins intéressant, comme le Jake le dit, si on fait juste reprendre le même acteur pour ce rôle-là. Je vois pas pourquoi. Je comprends pourquoi J.K. Simmons revient. Il est tellement associé au personnage. Il y a la face. Quand je vois J.K. Simmons, je vois J. Jonah Jameson. Puis, tu sais, encore là, il a vieilli depuis la série de la trilogie de Sam Raimi. Puis, je le vois encore, encore plus dans le rôle.
Jamie Foxx en tant qu'Electro, je n'ai pas été particulièrement convaincu. Je trouve que c'est un drôle de choix. On n'y pense pas. Non, c'est pas une association que tu fais automatique. Là. Non, c'est ça. Je pense que aussi c'était un peu du fan service, J.K. Simmons, mais il n'y a aucun fan, à part peut-être moi, qui est vraiment tant que ça excité par Jamie Foxx qui est électro. Là, comme c'est audacieux. Mm-hmm. OK. D'autres opinions là-dessus? Non? Je sais pas. Ils vont Simon, peut-être faire Simon, comme la BD de Spider-Man de Bendis, où là, c'était Mysterio qui avait ouvert la porte entre les deux univers. C'est vrai. Peut-être que là, ils vont le remplacer par Electro. Non, mais puis on tu sais, oui, il y a Doctor Strange qui va parler des multiverses, mais il y a aussi ça fait longtemps là, que c'est en développement, mais il y a de plus en plus de nouvelles à propos de ça. Le film de Flash, qui là est basé sur Flashpoint. Fait que là, ils vont ramener Michael Keaton, ils vont ramener Ben Affleck. Fait que tu sais, peut-être que c'est l'équivalent de ce qui va se passer dans Marvel U. Souvent, il y a tout le temps 2 films là, semblables qui se font en même temps. C'est peut-être ça. Oui, puis il me semble que l'idée des multiverses, c'est typiquement comic bookien. Là. C'est un trope qu'on utilise souvent, puis c'est une question de temps avant qu'on y aille. C'est juste que là, dans le dernier Spider-Man, il en parlait en faisant croire que ça existait. Oui, c'est vrai. Que c'est Mysterio. Oui. Mais là, peut-être que... En tout cas, on ne sait plus. On vient qu'on ne sait plus. Non, mais si on s'en va là-dedans, ça peut-tu être genre une tentative d'essayer d'amener Miles Morales? En chair et en os? Down the road, là. Ben, tu parlais de... Simon a mentionné la série de Spider-Man M.E.N. de Bendis, où les deux personnages se rencontraient pour la première fois. Puis, si c'est le cas, si c'est un portail ouvert entre les 2 dimensions, appelons ça ici, ça pourrait ouvrir la porte également à un nouveau Spider-Man, avec Miles Morales qui arrive dans le MCU classique. Ouais. C'est une spéculation, mais je trouve ça intéressant. Écoute, moi, je veux le voir, Miles Morales, au grand écran. Là. Mais en même temps, je ne sais pas à quel point Sony est prêt à partager le personnage, parce que c'est lui qui a ramené le plus d'argent à la boîte avec Spider-Man de Miles Morales, la série, le film animé. Donc, ça reste à voir, mais ouais, ça pourrait être ça. Ça pourrait être une manière de l'amener dans les MCU. Excellent. Vas-y donc, s'il te plaît, c'est ta chaîne. Je peux vous parler des films que j'ai écoutés cette semaine. Évidemment, là, je suis dans la passe Halloween, donc j'écoute quelques films entre guillemets d'horreur, parce que je vais parler rapidement du film My Mom's a Werewolf. Rapidement, ça avait l'air formidable. J'ai juste vu les stories que tu as mis sur Instagram, là, puis j'étais très intrigué. Ben, c'est comme le fun, là, mais tu sais, en termes de ton de film, là, c'est un peu Teen Wolf, mais à la place d'un ado, ben là, c'est une mère qui devient un loup-garou. Puis sa fille qui ne trippe pas sur les histoires d'horreur est vraiment un peu surprise de tout ça. Puis elle demande à sa meilleure amie, qui, elle, est une fille qui trippe sur les monstres. Genre, le film commence, puis ils s'en vont dans une convention de films d'horreur. Je trouvais ça quand même cool. Mais ouais, c'est correct. Là, ça passe une demi-heure et demie. Là, c'est un film. Je veux dire 1h30. 45 minutes? Non, 1h30, excusez. J'essaie de faire des maths. Non, ça marche pas. Mais ouais, c'est ça. Sinon, OK, j'ai écouté le film Demon Knights. Ah oui, c'est bon, ça! Oui, bon. OK. Oui, c'est ça. Un film sorti en 1995. Oui, avec Billy Zane. C'est ça. C'est comme la série Tales from the Crypt qui s'est dit, hey, on va faire des films maintenant. Puis moi, je ne savais pas trop, parce que je ne l'avais pas vu à l'époque. Je me demandais si ça allait être 3 histoires. Tu sais, un film d'anthologie, parce que Tales from the Crypt, c'est une série d'anthologie. Puis non, c'est ça, c'est vraiment juste le Crypt Keeper qui nous présente cette histoire-là. Puis là, c'est un film d'une heure et demie sur... ouais, c'est une affaire de...
comment dire? Il y a le démon, ou on ne sait pas trop, là, qui veut récupérer une clé avec le sang, entre autres, de Jésus à l'intérieur. Puis là, si le personnage principal a la clé, puis il se réfugie dans une espèce de motel avec plein de gens différents qui doivent combattre des démons qui attaquent l'hôtel. Tu sais, le film commence, là, puis là, tu as la toune de Filter qui joue, puis là, j'étais comme, oh fuck, ça c'est 90s, j'ai peur. Puis finalement, il y a comme Billy Zane qui est arrivé, puis esti, wow, ok, Billy Zane dans ce film-là est incroyable. Ouais. C'est pas quelqu'un que j'apprécie particulièrement ailleurs. Tu sais, je sais qu'il existe, puis il est là dans des films. Mais dans celui-là, wow, il vole la vedette. Là, c'est vraiment cool. Puis, On dirait qu'il est sa cocaïne tout le long. Il est complètement défoncé. Oui. Puis ce qui est le fun aussi, c'est pas. C'est réalisé par Ernest Dickerson, mais c'est vraiment influencé par Sam Raimi. Tu sais, ça feel comme un Evil Dead un peu. Puis il y a aussi, c'est ça, il y a William Sadler qui joue le personnage principal. Lui, entre autres, il a joué la mort dans Bill et Ted. Puis il joue tout le temps comme des genres de evil méchants, ou je sais pas trop, mais là, dans celui-là, c'est le héros, puis c'est comme le fun de voir dans ce rôle-là. Puis il y a Jada Pinkett Smith qui est là. Qui devient comme la héroïne du film vers la fin, puis c'est quand même assez bon. Il y a aussi Dick Miller qui est, Dick Miller, qui est là. Qui était l'acteur qui est utilisé dans tous les films de Joe Dante. Exact. Ouais. Puis non, j'ai vraiment eu beaucoup de fun avec celui-là. Moi, je trouve que c'est un genre de film, tu sais, je le comparerais pas au niveau de qualité, mettons, d'un Robocop ou d'un affaire de même, mais c'est un film qui n'est pas supposé être aussi bon qu'il l'est. Il est supposé être poche, ce film-là, puis finalement, tu l'écoutes et tu fais comme Asti, on pensait à ça. Asti, ils m'ont eu là. Asti, ça, c'est donc bien une bonne idée. Ouais. Hey, ça, c'est donc bien fait. Puis tu dis ça tout le long, puis tu fais comme OK, le film est meilleur que ce qui est supposé être, là. Si on parlait d'effets tangibles, il y en a beaucoup là, dans ce film. Même le Crypt Keeper, c'est épouvantable, cette marionnette-là. Je ne voudrais pas l'avoir quelque part chez nous. J'aurais tout le temps l'impression que je vais rouvrir mon placard et elle est partie. Tu sais. Tu l'entends passer derrière toi. Oui. Puis, ben, je me suis dit, tant qu'à faire, je vais écouter l'autre film qui est sorti l'année d'après, qui est Tales from the Crypt, Bordello of Blood. Là, wow, OK, non. C'est très sexuel. C'est pas incroyable. Oui. Mais c'est une affaire de vampire. Il y a Corey Feldman au début qui disparaît. Puis là, sa sœur le cherche, puis elle engage un détective privé. Et le détective privé est joué par Dennis Miller, qui a eu... Dennis Miller, qui est un humoriste très sarcastique, et il a décidé de jouer ce personnage-là dans le film. Fait que c'est comme... Imaginez si Daniel Lemire combattait des vampires. Puis là, il faisait tout le temps... Oh mon Dieu! Je veux voir ce film-là! Mais avec aucun, comme si rien le dérangeait, là, puis il fait juste des one-liners, puis des jokes, puis il est comme détaché du reste du film. Fait que déjà là, c'est étrange, puis il faut vraiment que tu aies un taux de tolérance pour Dennis Miller assez élevé, je dirais. Moi ça va, là, mais à un moment donné, j'étais comme, tabarnane, tu sais, j'ai l'impression, il est comme pas dans le même film que je suis en train de regarder. Puis, sauf que il y a une scène que j'ai vraiment aimée, puis là, j'étais très heureux. C'était juste lui et Chris Sarandon qui tirent sur des plein de vampires avec des guns à eau d'eau bénite. Et là, tout le monde pogne en feu, puis il explose. Puis là, tout ça sur la toune Ballroom Blitz. Oh my God! Puis je pense que la toune Ballroom Blitz, tu peux la rajouter à n'importe quoi, puis je deviens intéressé. Fait que il y avait cette scène-là, mais tu sais, pour le reste, c'était un peu très oubliable. Le niveau du jeu est très différent entre les gens, puis Dennis Miller, c'est vraiment étrange. Je comprends pas ce choix-là.
Puis c'est ça. Puis là, j'ai pas arrêté de regarder des behind the scenes là, pour essayer de comprendre. Puis là, tout le monde dit que Dennis Miller, c'était un asshole. Là, puis qu'il s'en calissait. Puis pendant la promotion pour de du film, vrai. il a dit que c'était pas bon. Fait que, ouais. Fait que pourquoi il l'a fait, je sais pas. Et dernier film que je vais vous parler, j'ai écouté Nightbreed Ah, ben je vais vous de je vais Clive, par rapport à ça après. Clive Barker. Mhm. Ah ben, bon, je vais te la laisser. D'accord. Ben, c'est ça, c'est le même soir que j'ai écouté les deux Tales from the Crypt, je m'en allais écouter Nightbreed. Puis là, c'était un autre mood, puis j'étais un peu sous influence. Et je me suis dit, non, fait que j'ai écouté Wayne's World à la place. Ça fait pas mal. Puis là, j'étais bien. Mais, Nightbreed, c'est... Comment je pourrais résumer ça? C'est un gars qui... oui, OK. T'as David Cronenberg qui joue dans le film. Il joue un psychologue. Et ce psychologue-là dit à un de ses patients, il convainc que c'est lui qui a tué plein de monde récemment. Puis là, ce gars-là, je me souviens plus trop pourquoi, mais il se retrouve dans un genre de cimetière où il y a plein de monstres, des gens un peu déformés, très différents. Puis il se fait mordre par un des monstres. Fait que là, il devient un monstre lui aussi. Et par contre, on apprend que David Cronenberg, c'est lui le tueur en série. Donc, il me manipulait le jeune pour une raison quelconque. En fait, ce que j'ai trouvé intéressant en regardant ce film-là, c'est de l'écouter, je te dirais, en zozo, parce que t'as un psychopathe qui réussit à manipuler la police et la police qui est déjà assez folle engage aussi des gens de redneck pour aller tuer des gens qui sont différents, donc les monstres. Puis là, je voyais ça comme, OK, c'est un petit peu trop proche de la réalité. Très actuel. Quelle analogie. Ouais, c'est ça. Je sais pas si c'était moi qui voyais ça trop, qui analysait trop le film, mais ça a rajouté une couche à mon intérêt, puis à haïr la police aussi. Ça, c'était... Parce que dans ce film-là, ils sont complètement débiles, là, la police, aucune pitié. Puis c'est ça, je n'ai pas vu souvent du Clive Barker, j'ai pas vu les Hellraiser, puis la seule autre affaire qui me vient en tête que j'ai vue, c'est Rawhead Rex, qui est basé sur un de ses livres, mais il n'a pas fait grand-chose avec la production de ce film-là. Mais Nightbreed est particulier, il y a du bon stock là-dedans, il y a du mauvais aussi, ça peut être quétaine à des places, ça peut être super weird et hypnotique à d'autres places, mais c'est vraiment un film avec plein de niveaux, plein d'émotions, puis je le suggère parce que, ouais, non, c'était fort. En plus, mettons, je donne 4 étoiles sur 5. Oh shit, à ce point-là. Le film est très tronqué aussi, il manque plein de scènes. Je sais qu'il y a une version de 2014 qui a été refait, Director Scott, où ils sont allés rechercher des scènes qui étaient perdues, puis le film à l'origine n'a vraiment pas bien fonctionné au cinéma. Fait que c'est vrai que c'est un drôle de mélange c'est cheesy, c'est très années 90, le rythme est bizarre, tu sens qu'il y a des scènes qui manquent, donc des informations qui sont tronquées. Fait qu'au final, tu t'écoutes un film qui est fascinant, mais tu sais pas trop pourquoi, mais tu as l'impression qu'il pourrait être plus que qu'est-ce qu'on t'offre. Qu'il y a quelque chose de plus grand, puis plus vaste, puis plus intéressant. Fait que le film a eu comme un succès culte. Et peut-être pour rajouter à ce que tu disais, Simon, c'est que là, il y a une télésérie qui est en développement depuis un bon bout. Puis on n'avait pas beaucoup de nouvelles. Puis cette semaine, on a appris que 30 ans après la sortie de Nightbreed, parce que c'est sorti en 90, que là, finalement, on allait avoir une télésérie pour le petit écran. Clive Barker est en train d'écrire ce qu'il appelle la Bible. Puis pour les gens qui veulent lire, l'inspiration directe de Nightbreed, c'est sur une histoire que lui a écrite qui s'appelle Cabal. Donc, c'est pas la même chose. J'ai changé le titre pour le film à l'époque. Puis c'est Michael Dougherty qui a réalisé Trick or Treat, Krampus, et Godzilla King of the Monster qui est en train qui va travailler comme réalisateur du projet. C'est ça qui a relancé le projet, en fait. Puis Michael Dougherty et Clive Barker travaillent en ce moment chez HBO
pour une adaptation de Hellraiser au petit écran. Puis Michael Dougherty est producteur exécutif puis scénariste. Donc, je ne sais pas si c'est cette collaboration-là qui a amené à pousser davantage le projet de Nightbreed, mais peut-être qu'on va finalement avoir une adaptation du roman de Clive Barker qui a de l'allure, entre guillemets, au petit écran, parce qu'il y a tellement de quoi à faire avec ça. Puis même, tu sais, je veux dire, attelez-vous, là, je pense que c'est un film qu'il faut que tu sois un petit peu attentif parce qu'il manque tellement de trucs que tu vas être un peu perdu, mais c'est une écoute qui est nécessaire, surtout si vous aimez le canon de Clive Barker. Puis les jeans. Vous aimez les jeans taille haute avec des ceintures, vous allez triper bien. Yes. J'ai aucune idée si j'ai regardé le Director Scott ou pas, mais en tout cas, il durait 2 heures, puis c'est ça. Ça. Ouais, je pense que tu as pogné le Director Scott. Merci, Simon. Marilyn? Ouh. En parlant d'ostraciser des gens qu'on n'aime pas, je suis pas une fan de Star Trek, surprise, mais j'aime beaucoup la face de Ben. Quelle surprise! Mais j'aime beaucoup George Takei. Takei, that guy, sorry. Cette semaine, il a décidé de troller les Proud Boys. Si vous ne savez pas, nos auditeurs ne savent pas c'est qui les Proud Boys, c'est un groupe de white supremacists qui a été conçu en 2016. Et George est allé sur Internet et a dit « Hey, les gens de Twitter, TikTok et whoever, si on reprenait le hashtag Proud Boys, ça serait une bonne idée. » Et là, tout le monde a embarqué. Et je ne sais pas si vous avez vu, allez voir ce hashtag-là. C'est des homosexuels et c'est des photos d'hommes qui s'embrassent, c'est des photos de Pride et ils ont complètement lessivé le hashtag. Les Proud Boys sont fâchés, ils ont décidé de lâcher le hashtag. Donc, c'est une grosse vague d'amour. Oui, ils ont retake le hashtag et il y a même la Royal Canadian Navy. Donc, il y a comme un peu, tu sais, Navy, c'est un peu l'armée, mais qui ont utilisé ça, qui ont écrit « Love is love », puis qui ont mis une photo de 2 soldats hommes qui s'embrassent. Nice! Ça m'a rendu très fière d'être canadienne à ce moment-là. Donc, c'était juste une petite idée qu'il y a eu comme ça, l'Internet a embarqué, et là, il y a des white supremacists très fâchés, et ça me rend très heureuse. Yeah! Ça l'a dit, Simon. Regarde pour eux autres. Ah non, rien, elle a dit ce que je voulais dire. J'ai vu la nouvelle, puis c'était marqué, genre, que quand tu t'accédais au mot-clic, à l'hashtag, tout ce que tu voyais, c'était une succession de dudes qui se French. Oui, c'est vraiment ça. J'ai vu, il y a un groupe de bears, donc d'homosexuels avec des grosses barbes qui sont déguisés en Wonder Woman, ou des trucs comme ça qui les fâchent un peu, mais qui sont juste... C'est juste beau, c'est juste la célébration, c'est juste cute, mais oui, quand tu cliques, c'est juste ça. Donc, ils ont réussi à noyer l'autre. Wow. Donc, quelle belle manière de s'exprimer dans un conflit. Là. Tu sais, le monde qui pète des coches sur Facebook, là, prochaine fois que vous voulez péter une coche sur Facebook, pensez à ce hashtag-là, puis dites, qu'est-ce que je pourrais faire comme équivalent d'envoyer de l'amour plutôt que de la haine? C'est vraiment ça, littéralement. Pitcher des arcs-en-ciel puis de l'amour. Exact. À toi, Jake. Merci, Marilyn. C'est une très bonne idée. Voulez-vous que je vous parle Voulez-vous que je vous recommande un esti de bon film d'horreur ou vous voulez que je vous parle d'un pistolero alloué? Je veux un film d'horreur. Je veux une suggestion de film d'horreur. Mais c'est les autres. Ouais, je comprends pas c'est quoi l'autre sujet. Fait que j'ai quand même... c'est ça, t'as manqué le début, mais tu peux le prendre at face value. Je voulais vraiment parler d'un pistolero alloué. Sauf que je vais vous recommander un film d'horreur avant. C'est sur Shudder. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est sur la plateforme Shudder? Non, essayez. Moi, j'essaie de me réabonner, mais ça ne marche jamais, fait que je sais pas. Ouais, c'est weird, hein? Mais peut-être que tu pourrais passer par Amazon Prime, en tout cas, whatever. C'est un Shudder Original, puis ça s'appelle Scare Me. Avez-vous entendu parler de ça? Non, ça me dit rien. J'ai vu je sais pas pourquoi, mais cette semaine, Facebook veut que je m'abonne à Shudder, puis j'ai vu l'annonce, puis j'aime pas les films d'horreur, mais ça oui, il connaît mal Facebook. Ouais. Voulez-vous louer les services de clown? T'es comme non. Ouais, c'est ça. Mais c'est comme quand je pars à YouTube puis il me donne des annonces de charge. Je pense que YouTube ne sait pas qui je suis. Là. Clairement, l'algorithme, il est dans le champ. Mais non, Scare Me, c'est vraiment hot. En fait, c'est une production originale, fait que c'est par un gars qui s'appelle Josh Rubin.
Et il l'a écrit, il l'a réalisé, il joue dedans, puis il l'a produit. Fait que, tu sais, c'est comme le Tommy Wiseau, mais bon, genre. Puis, ce qui est hot, c'est que ça doit être la fraction du budget de The Room. Parce que ce film-là, C'est c'est en d'autres fait... mondes qui ont produit, puis réalisé, puis écrit, puis des films, mais Tommy Wiseau, il ressort du lot, là. C'est vrai. C'est l'exemple. Ben oui. Ben oui. Mais non, mais ce qui est malade de ce film-là, c'est que c'est un film d'horreur fait avec zéro budget, sauf que c'est l'ingéniosité qu'il y a derrière. Fait que le concept, en gros, c'est deux personnes qui sont pognées d'un chalet et qui se racontent des histoires d'horreur, qui essayent de se faire peur. Mhm. Sauf que là, imaginez-vous pas qu'aussitôt qu'un personnage commence à raconter une histoire, pring, on est transposé dans un autre monde. Non, non, tu vois la personne raconter. Et, Ah ouais. ouais, et tu pourrais penser, genre, OK, mais un film d'1 heure et demie, ça doit être dull un peu de même. Mhm. Mais au contraire, c'est ultra captivant parce que, puis je vais juste donner un exemple pour vous donner le ton, là. Mettons, il y a un personnage qui, à un moment donné, qui raconte, tu sais, dans son histoire, elle se ramasse, puis là, elle est, tu sais, en bas des marches, puis elle la regarde en haut des marches, puis là, elle voit une créature. Mais là, on va avoir un plan qui regarde en haut des marches, et évidemment, il n'y a pas de créature. Mais nous, on la voit Ben, quand on même, parce que la l'imagine. personne est en train de la décrire. Mhm. Et c'est réalisé comme si cette créature-là était là. Mais t'entends juste comme, mettons, l'autre personne continue à raconter son histoire, puis là, tu vois la créature descendre tranquillement les marches. Puis tu sais, tu checkes juste des marches vides, mais tu l'imagines complètement. Fait que ça, C'est-tu comme, c'est juste... c'est-tu comme un peu comme l'épisode de Community de Donjons et Dragons? Ouais, puis c'est... Ben, en fait, c'est un bon parallèle avec Community, parce que, tu sais, même les épisodes de... pas Paintball, là. Paintball. Ouais, c'est ça, c'est Paintball. Ouais. Ouais. Tu sais, ils font rien avec... Ils font beaucoup avec à rien, dans le fond, là, tu sais. Hmm. Puis Mhm. tu vas l'entendre, genre, tu vas le voir, le décor western dans ta tête, même si c'est juste des bureaux d'école, genre, mis un par-dessus l'autre. Ben, c'est un peu ce genre de principe-là. Écoute, ça dure 1 heure et demie. Avec une prémisse comme ça, tu te dirais, OK, après, genre, 2 histoires, je vais être tanné. Année. Mais ça t'accroche jusqu'à la toute fin. C'est Wow. brillant, c'est drôle. Tu sais, si, mettons, je pense à Marilyn, c'est un film que tu peux écouter. Tu sais, c'est plus drôle que c'est épeurant. Puis, tu sais, justement, il n'y a aucun gore parce qu'il n'y a aucune Il y a pas de créature. visuel. C'est juste Mm. des personnes qui se parlent, mais ça donne envie de se raconter des histoires entre nous autres ou même de faire un film parce que tu te dis 2 acteurs, un environnement. C'est tout ce qu'ils ont. Mais ça veut dire que les interprètes sont super bons parce que Ils c'est sont eux qui vont incroyables. transposer l'émotion. Mm. Ils sont incroyables. Puis c'est que aussi, c'est qu'ils s'entrecoupent dans leurs histoires. Puis il y a beaucoup de développement de personnages à travers ça. Fait que, tu sais, l'autre est rendu dans son paroxysme de son histoire. Puis là, la fille, elle va le couper pour lui dire une affaire. Puis là, il va comme, ah ouais, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Ben, OK, ben d'abord, il fait ça à la place. Puis, tu sais, fait que ça a une dynamique super cool. Puis pour vrai, là, tu sais, comme, moi, je n'avais même pas entendu parler. Je n'avais pas vu de pub sur Facebook, rien. Puis j'ai ri tout le long. On a écouté ça en gang, puis on a été captivés. Puis c'est une grosse recommandation. Moi, si Voilà. je peux juste rebondir sur ce que tu dis, Jake, puis pour les gens à la maison, puis vous aussi, les mystérieux, mystérieuses, j'ai écouté hier Ready or Not. Avez-vous déjà vu ça? C'est sorti l'année Ouais. passée. Oui, je l'ai on vu avait 2 reçu, fois. l'équipe dans le cadre de Fantasia, d'ailleurs. J'avais manqué l'équipe parce que c'était pas moi qui a fait l'entrevue. Je suis parti ne sachant pas c'était qui était là. Puis j'ai beaucoup regretté. Mais c'est un excellent film. L'équipe qui est derrière, c'est 2 réalisateurs qui vont travailler sur Scream 5. Puis quand j'ai vu l'annonce, je me suis dit, OK, j'ai entendu dire que Ready or Not, c'était un mélange d'humour et d'horreur, puis d'un peu de gore, puis un peu un film qui est aussi l'ancêtre ou le descendant plutôt d'un Sam Raimi sans être une imitation directe. Puis c'est exactement tout ça. J'ai beaucoup d'espoir pour Scream 5 après avoir écouté Ready or Not, mais Ready or Not en soi est un très bon film divertissant, super bien filmé. Ça m'a envie de Samara Weaving, qui a joué entre autres dans Les Babysitters. Elle a joué dans plein d'affaires. C'est la Margot Robbie qui n'est pas Margot Robbie, pour vous situer. Et je ne veux pas en dire trop. C'est la fille de Bill dans Bill et Ted. C'est la fille de Bill dans Bill et Ted. Oui, c'est vrai, d'ailleurs, c'est vrai. C'est une famille qui accueille au sein de leur famille
nouvelle, ben, la blonde d'un des héritiers de cette famille-là qui est extrêmement riche se marie et ils ont une tradition. Il faut qu'ils jouent à un jeu le soir du mariage. Donc, ils ont une petite boîte, il y a une carte qu'ils vont te donner. Puis, bon, cette carte-là va pas te permettre, mais ils vont te demander de jouer à un jeu en particulier. Mais il y a un jeu qui s'appelle Hide and Seek, qui est en fait une chasse à l'homme. Et la famille croit que si on ne poursuit pas la tradition, le démon à minuit va arriver puis va te les tuer. Puis le démon responsable de leur fortune, une fortune qui est basée sur les jeux de table, genre, tu sais, ils ont fait un deal avec le démon puis ils ont inventé Monopoly. Là. C'est un peu ça. Ça aurait pu être pire, il aurait pu piger Monopoly. Non, on fait la chasse à l'homme à la place! Mais c'est fantastique. J'ai adoré, j'étais diverti. En plus, j'ai parti ça super tard, à 10 h le soir, puis je ne l'ai pas arrêté. C'est excellent. Moi, je l'ai vu au cinéma avec notre ami Axel. Mm-hmm. J'étais comme, un film d'horreur, j'aime pas ça. Puis là, t'es comme, tu vas voir, là, ça va être une comédie. Ouais, je suis pas sûre. Il y a 2-3 fois où j'ai enlevé mes lunettes pour pas voir. Ça peut être un peu gore. J'enlève mes lunettes, je me cache dans mon capuchon, mais j'ai adoré ça parce que je l'ai regardé une deuxième fois avec mon fils. Qui, lui, le gore, ça ne dérange pas. Puis c'était tellement divertissant, c'est ça. Il n'a pas eu peur, j'ai pas eu peur non plus. C'était surprenant. Il y a plusieurs niveaux. L'actrice est excellente. Ouais, super bonne. Super bonne. T'as-tu vu, Jake? Je te vois hacher Oui, je l'ai vu, j'ai adoré ça. Même moi, je te dirais, ça m'a rappelé Sam Raimi. Puis c'est pas à cause de l'esthétique, mais à cause du ton. Ça m'a rappelé aussi un peu du Tim Burton, du vieux Tim Burton. Dans le sens que tu mixes le macabre avec la comédie. Et le fantastique. Moi, la fille qui s'excuse tout le long parce qu'elle tire tout le temps le mauvais monde, là, ça m'a fait capoter. J'étais comme, c'est drôle. Le gars qui check des vidéos YouTube pour savoir comment que ça marche un arbalète. Puis tu sais, c'est vraiment c'est tordant. C'est brillant. Ouais. C'est ça. Fait que c'était mon petit truc que je voulais te rajouter. Laurent? Ouais. It's Burger Time. Burger Time. I wish. J'ai vu qu'il était sorti un gros livre sur les X-Files. Quoi? Oui. Ben, ça, comme personne ne me l'a dit. J'en parle. En fait, c'est par un gars qui s'appelle Paul Terry qui a déjà fait une grosse encyclopédie sur Lost, une sur Fringe, puis qui a écrit un livre qui s'appelle The Official Making of Big Trouble in Little China. C'est un gars abonné à la culture pop, je vous dirais. Le livre s'appelle X-Files, The Official Archives. Puis c'est un gros bouquin, en fait, où on nous donne accès aux notes de Mulder et Scully sur des grandes enquêtes qu'ils ont faites au cours des 11 saisons. Donc, c'est pas sur tous les épisodes, c'est pas un guide des épisodes, c'est pas sur toutes les enquêtes, mais on promet, il y en a une cinquantaine qui sont abordées avec des notes, des photos sur la plupart des Monster Case là, de Tooms, le Fluke Man et tout. Les gros épisodes. Vous avez le goût, si vous avez le goût de voir ça serait quoi les rapports de Mulder et Scully sur ces affaires-là, moi, c'est tout le temps quelque chose qui m'intrigue parce que je suis comme, pourquoi ils continuent de payer ces gens-là puisqu'ils ne closent aucun cas, tu sais? C'est genre, I guess c'était des vampires, mais il n'y a rien qui peut le prouver. Puis je suis comme, tous les cas, genre, toutes leurs enquêtes, c'est ça. Puis je suis comme, il n'y a pas quelqu'un de moment donné qui est comme, pourquoi on les paye ces gens-là? Ils n'arrivent jamais à aucune maudite conclusion, tu sais. Fait que je suis quand même curieux de savoir comment ils tournent leur rapport pour garder leur job, tu sais. Mm-hmm. Ça, c'est cette explication-là? Ben, j'espère. Moi, c'est plus mon fantasme. J'ai pas vu le livre. J'ai vu quelques pages puis quelques photos. J'ai vu que c'était sorti sur les pages officielles de X-Files. Ça a l'air quand même fait en accord là, avec les gens de l'émission, mais je ne sais pas à quel point c'est ça. Moi, j'ai envie qu'on me donne ces explications-là, mais peut-être qu'on n'aura pas tant que ça. Mm-hmm. OK, cool. Ben, merci, Laurent. Je vais te garder un œil ouvert là-dessus. En même temps, j'imagine que s'il y avait... Je pense qu'on va avoir plusieurs photos qui viennent des épisodes puis de ces affaires-là, mais j'imagine que diégétiquement, ils n'ont jamais rien pour prouver leurs affaires, tu sais. Ça dépend des épisodes. Pas tant que ça. Certains épisodes, oui, mais pas tous. Celui qui est comme un remake de The Thing, ils ont des preuves. Mais ouais, je comprends ce que tu veux dire.
OK. Tu veux Vraiment pas des finir par preuves, l'écouter il y a une petite aussi? tuile noire qui leur pose des yeux. Pardon? Tu peux-tu répéter, s'il te plaît? Laurent? Qui? Ben, toi, ouais, c'est parce que vous avez parlé en même temps. Ouais. Là, qu'est-ce que tu as dit, oui? Hein? Ils ont-tu vraiment des preuves? C'est pas juste comme un petit voile noir qui passe dans les yeux, là? Puis là, on est comme... Non, ça, c'est une autre affaire. Ça Ça, trempe c'est... vraiment. Je ferai pas la liste, là, mais il y a une liste. Une couple... Non, il y a une couple d'épisodes où est-ce que c'est freaky. Genre. Je pense qu'on a des problèmes de connexion parce qu'il y a comme un délai weird qui se produit en ce moment. Les jouets de 2020. On fait ça dernier tour de table. Est-ce que vous avez quelque chose, quelqu'un qui vous reste de quoi que vous vouliez partager ou où est-ce qu'on en est, Jake? J'étais sérieux quand je voulais parler d'un pistolero à louer. Ah, fuck. OK, oui, vas-y. Euh, c'est une recommandation BD. C'est pas très Halloweené, mais c'est très zozo. Donc, je veux vous parler de la dernière BD de Ed Brubaker et Sean Phillips. Moi, là, ce duo-là, je l'ai découvert genre l'année passée, puis c'est eux qui ont fait un paquet d'affaires. Là. Ils travaillent tout le temps ensemble, ils ont fait Criminal. Je n'ai souvent parlé au Mystérieux Étonnant. C'est fatal. Fatal, Kill or Be Killed. Puis c'est un duo que je trouve vraiment solide. Puis c'est comme rare des équipes de BD aujourd'hui. Tu sais, d'habitude, c'est des scénaristes, dessinateurs, mais qui travaillent un peu avec n'importe qui. Puis là, ça, c'est vraiment comme... Ils sont devenus un auteur, on dirait. Ouais. Et, C'est quoi, 10 ans qu'ils travaillent ensemble, ces deux-là, si c'est pas plus? Ah, ça, j'ai aucune idée, mais tu sais, ça fait longtemps, là, puis on produit énormément, puis Sean Phillips est reconnu pour être extrêmement rapide, fait que, tu sais, je pense qu'ils sortent, ils doivent sortir genre 2 gros trades, genre, par année, là, tu sais, c'est comme, puis je parle des gros trades, genre, quasiment omnibus. Puis en plus, dernièrement, c'est rendu le fils de Sean Phillips qui fait la couleur, puis c'est vraiment nice, parce que c'est comme... Sean Phillips, il a un style de dessin quand même classique, mais son fils, Jacob Phillips, il a un style vraiment expérimental de couleur. Fait que mixer les deux ensemble, c'est super beau. Et leur dernière BD s'appelle Pulp. Puis pourquoi je veux en parler, c'est que ça fait pas partie d'une série. T'sais, ils ont fait un paquet de trucs, mais qui sont comme intégrés dans la série Criminal. Si t'as pas lu Criminal, c'est peut-être moins intéressant. Mais Pulp, c'est un one-shot stand-alone. Puis c'est l'histoire, en fait, d'un vieil homme dans les années 40, non, 30 même, dans les années 30, à la veille de la Deuxième Guerre mondiale. Puis c'est un écrivain qui écrit des vieux westerns pour des magazines pulp. Puis tu te rends compte que finalement, c'est basé sur ses expériences à lui, car il était, anciennement, Un Un pistolero. pistolero à louer. Ah, OK. Hey, j'avais oublié cette partie-là de l'histoire. yes! Asti, je suis content, je vous ai fait participer. Fait que c'est un one-shot, puis je veux pas en dire plus, mais ça, c'est des nazis. Puis c'est ça. Oh, Ouh! wow. Ce qu'il faut se rappeler, puis ça, je trouve que c'est intéressant parce que, tu sais, l'histoire est écrite par les vainqueurs. Hein? Ouais. Puis on le Là, tu vas voit pas faire l'apologie des nazis, j'espère. Là. Non, au contraire, c'est qu'on pense souvent que les nazis, c'était juste les Allemands. Non, il y en avait d'autres. Mais il y en avait en tabarnak aux States. Oui, oui, ici aussi. Puis, exact. Puis ça, c'est comme rafraîchissant de voir ça comme, OK, on l'assume, puis on en parle pour vrai. Puis le concept des néo-nazis aux États-Unis, c'est pas un nouveau concept. C'était là bien avant. T'sais. Puis, fait que c'est un vieux bonhomme qui va se battre contre des jeunes nazis qui, eux, ils veulent qu'Hitler, il déclare la guerre, puis tout. Puis, fait que c'est fascinant, c'est super bon, c'est super beau. Rappelle le nom? Ça s'appelle Pulp, parce qu'il écrit, le vieux bonhomme, il écrit pour des Pulp Magazine. Et puis c'est ça, c'est vraiment une grosse recommandation si vous aimez ce genre de western moderne, crime drama. C'est ça. OK. Achetez Super. Merci. Est-ce qu'il y a autre chose? Quelqu'un qui avait un dernier truc avant qu'on prenne une petite pause? J'ai un tout petit truc, c'est tant qu'à rebondir à parler de nazis et de Proud Boys et de Zozo. J'ai vu une nouvelle comme quoi le lendemain de son hospitalisation de la COVID, M. Donald Trump s'est fait détruire encore une fois, son étoile sur
Hollywood Boulevard. Sur Hollywood Boulevard. Là où ça nous concerne, c'est que la personne qui l'a détruite était déguisée en incroyable Hulk. Oh, j'aime ça, les gens sont créatifs. C'est pas la première fois que ça arrive d'ailleurs. Hein? Non, c'est ça que la nouvelle disait. Ça a l'air que ça arrive régulièrement, puis ils le refont. Mais là, il était déguisé en Hulk, puis pour vrai, juste j'aimais l'image. Fait que Tu sais que Godzilla aussi a son étoile sur le Hollywood Boulevard. Oui, mais lui, personne l'a détruit. Non, pourtant. personne. C'est comme une grosse patte. C'est comme s'ils mettent leurs mains. Je sais pas si c'est une grosse patte. Mais t'as l'étoile. Non, ça, c'est deux choses. T'as l'étoile, Ah. qui est une chose, puis t'as celle où tu mets tes mains, Ah. qui est pas la même affaire. Mais Godzilla, on l'aime. Le monde, il l'aime pareil. Il est attachant. Ouais, oui. Si j'ai à choisir entre les deux. Hein. Tu vas choisir la forme de ton destructeur. Oui, c'est sûr. Mais écoutez, les gars, je vous aime. Et Marilyn, you're one of the boys now. Mais tu sais, je vous aime, mais si j'ai à choisir entre vous et Godzilla, ça va quand même être Godzilla. Je comprends. Après, juste avant d'y aller, parce que je l'avais noté, puis en fait, je l'ai piqué à Marilyn, cette nouvelle-là. Encore. Mais Deadline, parce que quand je vois une nouvelle, puis la manière je cache, ah non, Marilyn est en train d'écrire la même affaire, je vais l'écrire tout de suite pour être sûr qu'elle ne la prenne pas. Je commence à la saisir. Je sais à peu près de quoi elle veut parler. Mais Deadline a rapporté que Marvel a trouvé l'interprète qui va incarner Kamala Khan, Miss Marvel, pour la série de Disney+, qui n'a pas de date de sortie pour l'instant. C'est une jeune interprète qui a de 18 ans, qui s'appelle Iman Vellani, qui jusqu'à tout récemment n'avait même pas de page IMDb, était déjà impliquée au niveau cinéma, parce que l'année passée, elle a fait partie d'un comité qui s'appelle le Next Wave Committee, qui travaillait dans le cadre du Toronto International Film Festival, le TIFF. C'est un comité de jeunes qui était chargé d'identifier les films qui étaient déjà programmés avec une espèce de tag, une mention comme quoi l'œuvre allait résonner chez les jeunes de leur âge. Donc, c'est une manière de dire, voici ces œuvres-là vont vous plaire pour X raisons. Et à l'époque, le TIFF avait fait une entrevue avec elle. On lui avait demandé quel personnage tu aurais voulu incarner au cinéma. Et elle a répondu Iron Man. Donc déjà, elle a le cœur à bonne place. Et fait à noter intéressant, Kevin Feige a dit que Kamala Khan allait avoir sa place également au cinéma. Donc oui, on va la voir sur Disney+, en télésérie ou en série maintenant diffusée sur le web. Mais elle va être également avoir une apparition dans un long métrage. Et bon, la série est écrite par Bisha K. Ali. Pour les gens qui ne connaissent pas le personnage, c'est une jeune fille américaine d'origine pakistanaise du New Jersey qui peut étirer son corps, qui est un peu à la manière de Mr. Fantastic. Dans les comics, c'est une Inhuman. J'ai hâte de voir comment ils vont transformer les origines pour la série Disney+, puis au cinéma, parce que les Inhumans ne font pas vraiment partie de l'équation dans le MCU, même s'il y a une série dont personne ne se souvient, qui était un flop monumental avec un grossier en CGI. Mais ouais, je suis content. Elle a le casting en plus. Hein. Elle a le look de Kamala Khan. Good. Yeah. On prend une petite pause. Juste avant, je vous rappelle que les Mystérieux Étonnants existent grâce à votre contribution Patreon. Ce mois-ci, vous avez plein de récompenses Patreon, une bifurcation à chaque semaine dédiée à la franchise Scream. La semaine passée, on a commencé avec Scream 1, on finit avec Scream 4 et Wes Craven New Nightmare. Donc, tous les Scream du mois, toutes les bifurcations du mois sont dédiées à un film d'horreur que j'ai enregistré avec Guillaume Saint-Cyr, d'un podcast qui s'appelle On jase de films. Allez jeter un coup d'œil derrière son podcast, super intéressant. Vous allez avoir accès ce mois-ci à des événements qui sont exclusifs sur notre Discord, et le Discord, il y avait accès quand vous donnez au Patreon. Donc, si vous avez hésité dans le passé ou si vous avez déjà donné au Patreon puis vous voulez avoir des perks en masse pour le mois d'octobre, ben voilà, il y a une grosse sélection qui s'en vient. J'ai passé au travers des activités au début de l'émission. J'en reparle la semaine prochaine, mais en attendant, cette semaine, si c'est possible, je vais pouvoir mettre une infographie avec un résumé de tout, les dates, tout ça. Donc, vous allez pouvoir consulter ça dans les prochains jours. On prend une petite pause, on revient avec le sujet de la semaine, Vampironico. Vampironico! Je le dis comme le gars des poulets frites Kentucky. C'est pas comme Mélas. Hey Bart! C'est Véronica, mais elle est revenue sous forme de vampire! Vous écoutez Les Mystérieux Étonnants. On va maintenant parler de Vampironica. Donc après, je vais faire un petit résumé. Après le succès critique de Afterlife with Archie, dont on a parlé à l'émission il y a plusieurs années de ça, Archie Comics était à la recherche d'un nouveau projet pour suivre dans les traces de la populaire série. Dans les dernières années, l'éditeur américain s'est permis de jouer beaucoup avec ses codes, avec ses personnages qui étaient très rigides. Au grand plaisir des lecteurs, il y a des bonnes affaires qui sont sorties de ces initiatives-là. Dans Vampironica, Veronica Lodge découvre que ses parents étaient
assassinée par un vampire qui veut la transformer en créature de la nuit. Et contrairement aux autres habitants de Riverdale, une fois qu'elle est transformée en vampire, elle n'est pas sous le contrôle du maître des vampires. C'est assez classique comme histoire, là. Et Vampironica est en mesure de garder une certaine part d'humanité avec Archie et le personnage dont tout le monde se sac, Dilton Doily. Vampironica va tenter de sauver la petite ville idyllique. Moi, je ne parle pas dans la série, je te parle dans le canon des Archies. Personne aime Dilton Doily. En tout cas, on en débattra. Là. Toi, tu l'aimes? OK, c'est bon. On est déjà fâché. Là, c'est pas une polémique, sacrément. J'ai dit que Dilton Doily était dol. Là, tu as décidé que tout le monde te trouvait dol. J'ai pas dit que J.K. Rowling avait raison. Là. J'ai pas Dilton Doily. OK, on en débattra après. Donc, qu'est-ce que j'en étais? Bon, on va décider de sauver sa famille, le sacrement de la titre. Bon. C'était coécrit par un duo frère-sœur, Greg et Meg Smallwood. Greg Smallwood est au dessin pour les numéros 1 à 3. Greg Scott s'est chargé des numéros 4 et 5. Les 5 numéros sont disponibles dans un volume qui vous pouvez trouver environ pour 20$ canadiens. C'est édité par Archie Comics. Vas-y donc, Simon. Tiens. Quoi? T'as-tu aimé ça? Oui, j'ai bien apprécié, mais la plus grande faute de la BD, c'est d'avoir changé de dessinateur, selon moi. Oui. Parce que le premier, j'adorais vraiment ce qu'il amenait. Puis le deuxième, j'étais comme, je suis pas trop sûr de savoir c'est qui que je regarde, là. Malheureusement. Mais sinon, tu sais, c'est une prémisse le fun. Puis je sais pas. Pas énormément de choses à dire, là, mais j'ai aimé ma lecture. Tu as apprécié ta lecture. Ouais. Marilyn, comment tu as trouvé ça? Je suis d'accord aussi pour l'artiste parce que le premier, j'aimais beaucoup, et là, peut-être que vous allez pouvoir m'aider, surtout Jake, j'aime beaucoup le grain de l'illustration. Je sais pas comment le dire. J'aime les couleurs, mais on aurait dit qu'il y avait un beau grain. Les visages, on dirait qu'il y a des, comme, en guillemets, des close-ups, sont super réalistes en même temps que tout est très cartoony, les couleurs sont super belles aussi. L'histoire était très basique, ça faisait très saison 1 de Buffy the Vampire Slayer. Oui, ça ressemble à ça. Encore de Buffy, j'ai pas le choix. Ouais. Le méchant était comme un mélange entre Spike puis de Master, puis c'était très... c'est ça, c'était très les histoires de base de vampires, tout ce qu'on connaît des vampires, comment les tuer, comment ça fonctionne. Par rapport au Archie, j'ai quand même aimé ça. Puis il disait dans la description au début comment c'est parti que Meg Smallwood, c'était une fan finie de Archie depuis qu'il était jeune. Fait que tu vois qu'il respecte les personnages, mais je serais peut-être allée un petit peu plus loin parce que j'ai écouté la série Riverdale, donc pas obligé d'aller aussi loin que ça. Archie n'est pas obligé d'avoir un six-pack, Miss Grundy n'est pas obligé d'être une prof hot. Mais j'aurais aimé ça qui sorte un petit peu plus des clichés, tu sais, du triangle amoureux de Betty et Nonoun, qui a une chicane entre filles. Puis Betty, cheerleader, ça n'a pas rapport. Elle n'aurait jamais été cheerleader. Je m'excuse. Tant qu'à faire la dichotomie entre les deux personnages, puis de la chicane, puis tu sais, au moins respecter ça, mais j'aurais aimé ça peut-être qu'ils creusent un peu plus, mais peut-être qu'en tout cas, c'était pas nécessaire pour ce genre de BD-là, que c'était juste du bâchage de vampires. Là. C'est vrai qu'au moins Edelton est un petit peu plus intéressant. Il est en train de faire une super grosse découverte dans l'école secondaire d'électrons, d'affaires comme ça. Donc, puis on n'est pas de l'aimer, c'est un nerd comme nous autres. Sinon, intéressant. Mais c'est ça, l'histoire n'était pas extraordinaire. Il y a des trucs, j'étais comme, pourquoi que Véronica s'en va toute seule tuer les gens, personne n'y va avec elle, personne n'a d'armes à part les fusils. Je trouvais que pour des gens qui n'étaient pas d'être préparés, ils n'étaient pas fusils à l'eau. Oui, les fusils à l'eau, excusez-moi, les fusils à l'eau avec de l'eau bénite. C'était super cool. Tu as parlé de quelque chose qui avait ça, quelqu'un parlait de oui, dans Bordello of Blood. C'est ça, j'étais comme dans Véronica, mais tu sais, ils sont supposés de s'être préparés. J'ai un plan, là, personne n'a de pieux ou presque, ou en tout cas, il y avait beaucoup de... Pour une petite BD, il y avait beaucoup de plot holes. Puis, je voulais juste dire que Jughead tue un vampire en rotant du pain au beurre à l'ail dans la face de quelqu'un et c'est mon nouveau héros. Why not? C'est mon nouveau moyen de défense préféré. Donc, j'ai apprécié. Sinon, c'est ça. C'était bon, c'était bien dessiné, c'était pas extraordinaire. Laurent, qu'est-ce que tu en as pensé?
J'ai trouvé que c'était du gâchis. Pour vrai, à ce point-là? Ben, dans le sens Tu peux que... pas avoir tu sais, ta caméra comme un boomer il y a 2 secondes. C'est genre, Hein? c'est Quoi? ça, juste le bout de ta tête. Ah oui. Non, mais je veux dire, je comprends ce que vous dites, tu sais, je veux dire, c'était correct, c'était efficace, puis tout, mais tu sais, ce que je trouve qui faisait la force de Afterlife with Archie, c'est que c'est comme si les gens chez Archie Comics y avaient enfin compris sur quoi ils reposaient, c'est-à-dire que tu as des personnages qui ont été lus par, genre, rendu là, 4 générations de gens que tu peux tweaker des affaires, mais que tout le monde connaît tellement cet univers-là. C'est tellement dans notre ADN collectif que tu peux faire ce que tu veux avec. Mhm. Puis là, tu fais Vampironica, OK, je suis down, mais je vois pas le Archie. Il est où le Archie dans cette série-là? Il est pas là. Il n'y a rien d'Archie dans tout ça, tu sais. C'est ça qui était cool dans Afterlife with Archie, c'était des personnages que tu connais depuis que tu es tout petit, pour lesquels tu cares. Puis là, ils sont pris dans une invasion zombie avec leur... Je veux dire, leur... voyons... Leur infestation de vampires? Non, mais avec tu sais, leurs trucs sociaux, genre leur interaction normale que tu connais, qui sont toutes en dedans de nous, puis tu joues là-dessus, mais dans un contexte différent, tu sais. Là, tu sais, j'ai rien vu de tout ça, à part, oui, un triangle amoureux, ah non, Betsy puis Véronica, ils se chicanent Archie pendant genre une page. C'est tout, c'est toute l'Archie qu'il y a là-dedans. Il n'y a pas rien d'autre, tu sais, qui fait partie de l'univers. On voit quelques autres personnages, mais tu sais, pas plus que pour faire ah, ben, c'est un vampire maintenant, tu sais. Mhm. À part, mettons, moi, Jughead, il continue à manger pendant qu'ils Dans sont piscine. entourés de zombies. Ouais, dans la piscine. OK, c'était drôle. Il rote du pain à l'ail. OK, c'est drôle, mais Mais il fait pas à part grand-chose. ça, oui, puis personne ne fait grand-chose, tu sais. Les gens sont là, puis c'est genre, hey, voici une histoire de base de vampire dans un univers d'archi qu'on n'utilise pas, tu sais. Mhm. Je comprends pas, en fait. Je comprends la prémisse, je comprends pourquoi ils ont voulu faire ça, mais je comprends pas pourquoi, si tu veux faire ça, pourquoi tu le fais pas. Mm. Je sais pas si c'est clair ce que Ouais. je dis, là. C'est une perte de Ouais. potentiel, en fait. Ben, c'est une énorme perte de potentiel, tu sais. Puis, effectivement, je trouve qu'il y a des plot holes, tu sais, pas juste des trous, mais juste des genre, c'est pas intéressant. Tu sais, dans le sens, bon, le Véronica, c'est la seule qui garde son esprit malgré qu'elle est une vampire. Toutes les autres sont contrôlées. Pourquoi? On ne saura jamais. Là, finalement, il y a un gros master dans le sous-sol des lodges. OK, ben là, il est mort. C'est fini là. Tu sais, comme il n'y a pas de build-up, il n'y a pas de. C'est comme, hein, on essaie de construire un univers, mais non, on a chié dans la pelle rendu, tu sais, dès le début. Ceci dit, la raid était le fun. C'est vraiment, tu sais, après, quand j'y repense, je suis comme, ben, il n'y avait rien de ce que je cherchais là-dedans, tu sais. Mhm. Mais, tu sais, je veux dire, ça se lit vite, puis, tu sais, j'ai pas haï ça, là. C'est correct, là, mais ça promettait mieux comme prémisse. OK. J'ai une opinion. J'ai demandé à Jake avant. Ben moi, c'est ça. En vous écoutant parler, je suis un peu... je vais dans votre sens. Là. Moi, j'ai marqué comme note inconséquent. Puis je pense que c'est ça le problème de la BD. J'ai capoté sur l'art, puis moi, j'ai beaucoup aimé le deuxième dessinateur aussi, même si ça fait une rupture de ton un peu parce qu'ils ont un style complètement différent. Mais je pense que si ça avait été le deuxième dessinateur dès le début, ça aurait fonctionné aussi. Ouais. Mais c'est que, tu sais, puis je pense beaucoup à la scénarisation ces temps-ci. Puis il y a un truc qui revient dans toutes les masterclass, dans tous les conseils pour écrire, c'est même si tu es en train d'écrire sur des plombiers de l'espace, mais quelque chose de personnel là-dedans. C'est ces détails-là qui fait que tu relates au personnage. Puis ici, je pense qu'ils ont voulu respecter les archétypes de Archie, mais en même temps, c'est des personnages tellement superficiels. Le seul trait de caractère de Véronica, c'est qu'elle aime le linge. Elle est riche. Puis elle aime les outfits. Tu sais. C'est ça, sa personnalité. Mhm. Puis, je veux dire, il y a manière de transformer cet archétype-là, puis d'en rire, puis d'en faire une parodie ou whatever, d'en faire quelque chose d'intéressant. Mais ici, on n'est pas dans l'humour, puis on n'est pas dans le sérieux non plus. Il y a comme juste une zone comme... On le sait qu'ils veulent faire une joke, mais c'est pas vraiment drôle. Puis,
sais, en même temps, je pense que c'est une BD qui se veut pas d'autre chose que ça. Je pense que, mettons, pour un kid, tu sais, je pense que j'aurais lu ça, mettons, à 12-13 ans, puis j'aurais eu l'impression de lire une vieille histoire classique d'horreur, puis j'aurais trippé, tu sais. Mais, tu sais, lire ça aujourd'hui, je suis comme, OK, non, ça me prend plus de substance un peu, parce que même si on reste dans l'univers d'Archie, puis tout ça, puis c'est des archétypes, il n'y a rien là-dedans, man. C'est vide, puis surtout des histoires comme ça que tu prends tu sais, du point du début de l'histoire jusqu'à la fin. C'est ça que je veux dire quand je dis inconséquent, c'est qu'il n'y a aucune conséquence à tout ce qui est arrivé. Ça n'a pas changé la vie de personne, ça n'a pas rien fait pour personne. C'est juste comme, il est arrivé ça, mais ça aurait pu ne pas arriver dans la vie de ces gens-là. Et ça n'aurait rien changé, tu sais. Je vais aller à contre-courant. Moi, j'ai aimé ça. J'ai vraiment aimé ça. Puis toutes les critiques que vous offrez par rapport à la BD, je suis d'accord. Sauf que je pense que pour avoir ce que vous cherchiez, il fallait lire Afterlife with Archie. Ouais. Parce que le côté beaucoup plus viscéral, beaucoup plus intense, il est dans Afterlife with Archie. Un point que je me souviens que quand on l'avait lu à l'époque, puis on en a parlé dans le cadre des Mystérieux Étonnants, on était surpris des zones qu'on a explorées dans cette série-là. Est-ce que je suis d'accord que ce même traitement-là aurait été intéressant pour Véronica? Absolument. Moi, j'aurais aimé ça qu'on aille dans les mêmes zones. Tu sais, le côté beaucoup plus trash, le côté beaucoup plus adulte, le fait de jouer avec des personnages qui sont extrêmement squeaky clean, comme on dit en anglais, qui sont tellement purs puis qui ont une facette unidimensionnelle. On aurait fait ça avec Afterlife. Le traitement Afterlife with Archie pour Véronica, ça aurait été super intéressant. On a décidé d'appliquer le côté un peu plus bonbon, le côté une histoire d'archi-narratif de Archie qui n'a pas d'influence sur le reste des histoires, ce qui est le cas pour Archie depuis des dizaines d'années. Puis ça ne m'a pas déplu. Fait que I guess que j'ai 15 ans de mental quelque part. Je dois dire que comme Simon, j'ai détesté, j'ai pas détesté, mais j'ai été très déçu du deuxième dessinateur. Pas parce qu'il n'est pas bon, même si je trouve qu'il y a des trucs qui étaient beaucoup moins clairs que le premier. Et puis c'est clair que le dessinateur, c'est un des scénaristes, hein, c'est Greg Smallwood. Fait que probablement ce qui arrivait, c'est qu'il était trop en retard, puis ils ont dû mettre un autre dessinateur pour arriver dans les délais, ce qui arrive parfois dans l'édition des comic books qui sont publiés de façon régulière. Mais tant qu'à avoir une histoire aussi convenue et de base qu'elle est, parce que je reconnais qu'elle est, cette histoire-là, assez convenue, j'aurais aimé ça qu'on assume que ce soit Greg Smallwood qui fait l'art jusqu'à la fin pour avoir une œuvre plus complète puis concise. Puis, parce que moi, c'est le truc qui m'intéressait dans cette BD-là, c'était l'art. Le côté un peu vieillot d'Archie, un peu... Les personnages, tu les reconnaissais, l'univers de Riverdale, tu les reconnaissais. Mais j'ai senti quand même l'histoire un peu rushée vers la fin où on ne savait pas trop comment conclure le tout puis de finir l'épisode avec une belle boucle, un peu à la manière d'un épisode des Simpsons. Tu sais, c'est l'épisode où est-ce que tous les enfants se retrouvent sur une île puis finalement, ils ne savent pas comment les ramener. Puis à la fin, tu as un narrateur qui dit « Bon, ils ont été sauvés par... » Mettons mot. Là, c'est juste, tu vois, le narrateur, il dit finalement, les scénaristes s'en crissaient. J'ai senti un peu ça à la fin de Vampironica. Il y a une suite ou pas vraiment une suite, c'est comme un nouvel univers qui existe, ça s'appelle Vampironica New Blood. Je ne l'ai pas lu. J'aurais aimé ça qu'on soit dans la même zone qu'Afterlife with Archie, mais ça n'a pas été le cas. Mais je n'ai pas détesté ma lecture, probablement parce que ça a l'air niaiseux à dire, mais était courte. Donc, si j'avais investi beaucoup plus de temps dans quelque chose d'aussi convenu, peut-être que j'aurais eu l'impression de perdre mon temps. Mais comme ça a été une lecture rapide, j'ai retrouvé ce que je cherchais. C'était intéressant. Je vais l'oublier peut-être dans quelques mois, mais ça ne m'a pas peiné. Tu sais, j'ai pas lu la run de Kevin Smith de Daredevil où je suis comme hey Chris, man, je suis à la 5e page puis ça fait 30 minutes que je lis. Là, tu sais. Moi, je pense que j'ai lu les 4 numéros en dedans d'une demi-heure. Ouais, ça se lit très vite. Oui. C'est ça. Mais c'est vraiment un archi de toilette. Tu sais, les archis que ton père achète puis que tu mets sur le bol puis tu peux lire le temps de faire tes besoins, là, c'est ça. Là. Puis, je pense qu'à la limite, c'était intentionnel. Là, c'est voulu de la part des créateurs. Ils n'ont pas essayé de faire le Watchmen de Archie. Ils n'ont pas essayé d'aller faire de quoi de super deep. C'était comme, ils ont raconté une petite histoire cute. Moi, j'ai pas vu Buffy. J'ai jamais écouté Buffy, mais j'avais l'impression que c'était une des influences, comme une histoire d'ado. Mais je pense que pour des jeunes ados, je pense que ça peut être cool. Je pense que c'est assez respectueux dans le sens que
Oui, c'est du Archie. Oui, on le sait que c'est un peu niaiseux, mais l'art est full bien fait. Mais c'est ça. C'est meilleur que Twilight. Oui, je suis On parlait 100% d'accord. Oui, mais c'est un genre de Monster of the Week. C'est un Monster of the Week. Là, c'est drôle parce que, tu vois, Archie ont essayé des nouvelles affaires dans les dernières années, comme je disais tout à l'heure. Puis je sais que le New Blood, je sais pas si c'est la même Vampironica, mais la nouvelle, la Vampironica de New Blood, la nouvelle série là, qui a suivi par la suite, elle va rencontrer ou elle va affronter Jughead, qui est en loup-garou. Oui, c'est dans The Hunger. The Hunger. Puis même là, je lisais comme un résumé de cette série-là. Les deux se sont rencontrés dans Vampironica versus Jughead Werewolf. Puis après, chacun a eu sa série, si j'ai bien compris. Fait qu'il y a puis c'est marqué, là, il y a comme un genre de multiverse, même dans l'univers de Archie. Yes. Je sais pas, je suis quand même curieux. Je vais peut-être jeter un coup d'œil. Ouais. C'est drôle, là, mais je checkais ça parce qu'on avait beaucoup aimé Afterlife with Archie. Qui l'a lu ici? Jake, t'étais pas là, mais est-ce que tu l'avais lu? Oui, je l'ai lu et j'ai adoré ça. Et où la suite est jamais sortie? Ça fait longtemps. Ça fait longtemps, là, ça fait des années de ça. Elle n'est jamais, jamais, jamais sortie. Mais je ne sais pas ce qui est arrivé, s'il y a eu un malentendu avec les auteurs, si le contrat a été échoué, si on décide. Mais le deuxième, on a. Gros buzz en plus. Là. Oui, énorme. Puis le titre était annoncé. Ah oui? On savait le titre, là, mais c'est jamais sorti. Oui, quand vous tapez Afterlife with Archie, vous avez le premier volume, sorti, la date, tout ça. Deuxième volume, un titre, date de sortie qui n'a jamais été annoncée au final. C'est très décevant. Mais je pense que votre fixe, là, allez lire Afterlife with Archie pour ceux qui ne l'ont pas eu. Puis je pense que vous allez être assez satisfait. OK. Moi, j'ai peut-être une recommandation à faire pour des gens qui ont aimé cette BD-là, qui veulent aller lire d'autres trucs qui sont un peu dans la même veine, mais justement un petit peu plus poussé, un petit peu plus mature. Et c'est la BD de Vampirella. Par contre, il ne faut pas se tromper, parce que Vampirella, elle a eu plein de reboots, dont un gros dans les années 90 qui est de la vidange. C'était dans l'époque qu'on appelle les Bad Girls. Ouais. C'était juste du fan service pour des petits adolescents qui étaient gênés de s'acheter des Playboy ou qui ne pouvaient pas s'acheter des Playboy. Elle puis Lady Death puis compagnie. Exactement, mais la Vampirella des années fin 60, début 70, c'est dans le magazine qui s'appelait Vampirella, qui était un espèce d'équivalent de, rappelez-vous les magazines genre Creepy, Eerie, même Tales from the Crypt, tous ces genres de trucs-là. Il y avait un magazine Vampirella et c'est Dynamite a sorti des grosses collections. À partir du 4 ou du 5, les Espagnols embarquent. Et c'est hallucinant. C'est vraiment, artistiquement, c'est d'avant-garde. Encore aujourd'hui, c'est des chefs-d'œuvre. Et c'est juste des courtes histoires. Donc, tu peux t'acheter le volume 5 avant le 6. Je veux dire, après le 6 ou whatever, tu peux le lire dans l'ordre que tu veux. C'est des shorts. Ça ne met pas toujours en vedette Vampirella, mais c'est tout le temps des histoires un peu macabres et tout. Puis ça a le feel, vieux film classique, la Hammer, mais avec une touche un peu psychédélique années 70. Fait que je le recommande fortement. C'est des petits trésors. Je sais que Mario au Millennium, un des libraires au Millennium, tripe beaucoup sur la run des Espagnols sur Vampirella. Fait que j'ai l'impression que c'est peut-être lui qui t'a convaincu à acheter quelques volumes. On le salue parce qu'effectivement, c'est lui qui m'a fait découvrir ça, puis j'ai capoté. Ça a été, même pour Alice, ça a été une grosse inspiration, tous ces types de BD. C'est quoi son origine à Vampirella? C'est comme une vampire, mais extraterrestre, c'est ça? J'ai jamais compris c'était quoi son deal. Ben écoute, c'est ça qui est drôle, c'est que j'ai plein de numéros de Vampirella et c'est tout le temps des histoires comme hors contexte. C'est comme on assume qu'elle est comme ça et tout. Donc, je suis sûr qu'il y a une histoire qui explique son origine. Je le sais pas. Je ne sais pas c'est quoi son origine. Puis, tu sais, c'est des BD vraiment étranges, hein, parce que c'est comme si... Ben, ça me fait penser beaucoup à Tales from the Crypt, tu sais. C'est comme une histoire qui commence, c'est ça le concept, puis deal avec, puis il y a plein d'affaires que tu comprends pas, mais que tu go with the flow, puis... Mais l'origine de Vampirella, je vais faire une recherche parce que je ne sais pas c'est quoi.
Excellent. De toute façon, on va s'en parler peut-être le 19 octobre, Jake, parce que tu vas être là avec Patrick Sénécal, pour qui tu as adapté son roman Alice, qui va fêter son... En fait, qui va avoir 20 ans, ou qui a eu 20 ans, le livre Alice. Je pense que c'est cette année. Il y a 20 ans cette année. Donc, la BD sur laquelle tu as travaillé pendant 2 ans, qui va être publiée par Fonfoy. Donc, c'est une entrevue exclusive parce qu'on vous reçoit une semaine avant que la BD sorte en librairie, va sortir en librairie. Sinon, je voulais dire aussi que Noël Chisidor a un nouvel épisode 48 depuis hier, Oui. avec Simon Chénier, tu as Étienne Forêt, puis tu as Valérie Guérilla. Vous avez parlé de quoi durant l'épisode 48, Simon? Du film Smoky Mountain Christmas, un film mettant en vedette Dolly Parton. Dolly Parton qui a sorti un album de Noël aujourd'hui, d'ailleurs. Fait que tout est dans tout. Et puis il paraît que c'est la fête de... J'ai lu les commentaires tantôt sur Facebook pendant la pause. C'est la fête de Clive Barker aujourd'hui. Regarde, tout est On a dans parlé tout. tantôt, fait que... hein? Excellent. Fait que, ouais, c'est ça. Regardez, jetez un coup d'œil sur les médias sociaux au cours des prochains jours. Je vais vous mettre l'horaire complet du mois d'Halloween des Mystérieux. Puis c'est pas mal ça. Je pense que ça va être un mois assez rempli. Puis je pense que pour les gens qui assistent à nos diffusions sur Discord, d'écoute de groupe les mercredis, samedi, ce que je me rends compte, c'est beaucoup de monde qui veulent juste être pas tout seul, puis comme briser un peu aussi l'isolation de la pandémie. Là. Fait que c'est un groupe vraiment le fun pour vrai. Là. Il n'y a personne qui est désagréable. Puis soyez pas gênés, surtout des fois, ça peut être un peu gênant de rejoindre du monde qu'on ne connaît pas. Mais il n'y a personne de vraiment gênant dans ce groupe-là. Tout le monde est pas mal cool. Fait que c'est des choses que vous avez... Non, Simon, mais vous avez accès à ça si vous donnez au Patreon. Vous considérez donner au Patreon. OK, merci tout le monde. On se laisse là-dessus. OK. Bye-bye. Ciao, ciao. Bye.